Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Don Quichotte de Cervantes, encore et toujours. Aujourd'hui, nous lirons les chapitres 41, 42 et 43, toujours dans la quatrième partie de ce tome 1. Et si je ne m'abuse, on en arrive à l'épisode 12 sur ma chaîne. Vous pouvez trouver les épisodes précédents et les épisodes à venir dans la playlist du nom de Et si on lisait Don Quichotte, tout simplement, sur ma chaîne YouTube. Je pense être en mesure de vous dire, je pense être en mesure de vous affirmer que l'épisode d'aujourd'hui est l'antépénultième. C'est-à-dire qu'il y aura encore un épisode vendredi à 21h et encore un épisode mardi dans une semaine à 21h et on devrait avoir terminé le tome 1 de Don Quichotte. Donc voilà, on arrive enfin près de la fin de la lecture. Et quand je dis fin de lecture, vous savez ce que ça veut dire sur ma chaîne. En général, ça prend un gros mois, là ça a pris plus parce que c'était un bon morceau. Mais en général, voilà, quand je finis une lecture, ça veut dire pause de quelques jours. Donc ça fait longtemps que j'ai pas pris de pause du coup avec ce bouquin. Il y aura une pause la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine. Je vous redirai tout sur les réseaux en temps et en heure de toute manière. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, Facebook et Twitter pour être mis au courant constamment du planning. Mais voilà, sachez d'ores et déjà qu'on devrait terminer ça mardi et que du coup, fin de semaine prochaine, je devrais ne pas live pendant 4-5 jours. Donc ça veut dire pas de live de lecture vendredi, pas de live de découverte de l'univers de League of Legends dimanche, ce genre de choses. Bref, mais là, je m'embarque déjà sur la semaine prochaine, alors que je ne vous ai pas encore décrit la semaine à venir. Et oui, puisqu'on commence une nouvelle semaine. D'ailleurs, là, je m'apprête à pas mal bavarder, donc si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, souvenez-vous qu'il existe dans la barre de lecture de la vidéo, ainsi que dans la description de la vidéo, des timecodes vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai lors de ce live, et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Voilà, voilà, comme ça c'est dit, ça c'est fait, puisque bien entendu, pendant la lecture des chapitres, pour le coup, je suis sage, je ne pipe mot, à part la lecture en elle-même, bien entendu. Voilà, voilà, du coup, comme je le disais, la semaine débute, donc petit planning de la semaine, comme d'habitude, je vous fais le récap. Une semaine assez classique, j'ai envie de dire, puisque ce soir il y a lecture, vendredi il y a lecture à 21h, dimanche, il y a découverte de l'univers de League of Legends à 15h. Un dimanche soir, il y aura la veillée sur Discord. Donc ça, c'est pas en live, c'est un rendez-vous comme ça qu'on a sur Discord ensemble. Euh, et, J'ajouterai à cela un autre live, un live sur Sea of Thieves. Alors je vous ai dit dans le programme que ça serait soit mercredi, soit jeudi. Depuis hier, j'ai fixé ma décision à 90%. Donc, on va dire qu'on est plutôt sur 90-10 pour que ça se passe jeudi. Donc, a priori, jeudi 21h, live sur Sea of Thieves, et je ne devrais pas être tout seul. Je serai peut-être même accompagné de deux matelots, pas rien que ça. Donc voilà, ça fait plaisir et j'ai hâte d'y être. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Saute. Ça fait longtemps, très longtemps, trop longtemps aussi que j'ai pas joué à South Park The Stick of Truth, et j'ai très envie de reprendre. Mais en fait, vu que je suis dans la dynamique de me reposer la voix, bah, j'ai pas envie d'accumuler, de multiplier les lives, parce que ouais, je sens encore que ma voix n'est pas complètement remise. Donc voilà, je tanque un peu la chose et une fois que je serai pleinement à ma top forme, à mon top niveau, peut-être que je ferai un peu plus de live et que comme ça on avancera sur un peu plus de projets puisque voilà il y a le gaming, il y a les lectures, il y a les découvertes d'univers, j'aimerais les lives de musique, j'aimerais pourquoi pas des lives de tout un tas d'autres concepts puisque j'en ai plein en tête. On se rappelle par exemple de Ça me rappelle une histoire, c'est vrai que cette année j'en ai pas encore fait un seul épisode. Donc voilà, j'aimerais bien multiplier les concepts et multiplier les lives. C'est juste qu'après, il faut le temps, la motivation, le pouvoir, le vouloir. Donc voilà, ça arrivera en temps et en heure quand ça devra arriver. Bonsoir Mopito, bienvenue sur le live, comment tu vas? Merci d'être là. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en parlant d'autres lives, il y a eu un live de jeu de rôle ce week-end, ce samedi. Ça faisait très longtemps, ça faisait 2 mois pile en fait. Et c'était donc le deuxième épisode de mon jeu de rôle Terres Hostiles. J'étais encore accompagné pour cette session des trois mêmes joueurs, à savoir le Jérôme légendaire, Jumpy et Mirani,
que je remercie énormément. Et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui se sont pointés lors de ce live. Ça me fait plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Ça a été une bonne grosse session. Ça fait quasiment 6 heures. La rediff est bien lourde sur YouTube. Mais écoutez, n'hésitez pas à aller picorer ça petit à petit quand bon vous semble. Je pense que vous pourrez trouver des choses qui vous intéressent. Je pense que vraiment, si vous aimez les lectures, si vous aimez l'improvisation comme j'ai pu faire sur Ça me rappelle une histoire et ainsi de suite, je pense qu'il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas le jeu de rôle parce que voilà, je trouve que c'est un peu la même fibre, un petit peu la même trajectoire. En somme, de se faire raconter des histoires, hein. Donc ouais, je pense que ça pourrait vous plaire. N'hésitez pas à jeter un œil curieux là-dessus. Euh, Session que j'ai beaucoup appréciée, et à la fois, il y a certains petits détails où je suis en mode ah, j'aurais aimé faire mieux. Mais bon, ça, c'est parce que on n'arrête pas de me le dire, et je commence à me demander si c'est pas vrai. Peut-être que je suis un peu un perfectionniste, mais je sais pas, parce qu'en même temps, j'ai jamais l'impression de faire un truc parfait. Mais justement, est-ce que c'est pas ça, être perfectionniste? Enfin bon, bref, un éternel insatisfait en tout cas. Donc voilà, je suis très heureux à 90-95%, mais il y a des petites choses qui me taraudent et je me dis, ouais, je ferai mieux la prochaine fois. Euh, mais bon, dans l'ensemble, j'en garde un très bon souvenir et surtout, je vais me réserver un petit laps de temps sans voir la rediffusion pour un petit peu prendre du recul. Comme ça, quand je verrai la rediffusion, je serai peut-être un petit peu plus neutre sur la chose. J'arriverai mieux à me faire un avis. Je pourrais lire le chat aussi et voir vos retours du coup du direct. Ça sera un plaisir, j'ai trop hâte. Et donc, pour la prochaine session, vous le savez si vous étiez là, il va falloir attendre au grand minimum un mois. Pourquoi? Puisque vous avez le moyen d'influer sur le cours de l'histoire, sur le cours des événements dans ce jeu de rôle, dans cet univers. Et donc, j'ai lancé des défis qui se résolvent en quelque sorte avec des points de chaîne. Donc ça, c'est réservé, j'ai envie de dire, aux gens qui me suivent sur Twitch. Donc n'hésitez pas, même si vous êtes sur YouTube et que ça vous plaît ce concept, à venir sur Twitch. Grosso modo, sous le chat Twitch, il y a des points de chaîne. Ce sont des points qu'on peut accumuler. Alors sur ma chaîne, ça s'appelle les particules de rêve. Et ce sont des points qu'on peut accumuler de maintes et maintes façons, que ce soit simplement en visionnant des lives, parfois en cliquant sur des petits coffres qui apparaissent, c'est un petit peu des points bonus, euh, en s'abonnant, en followant, en gros en suivant ou en subant. C'est plus les termes qu'on utilise. Mais voilà, il y a ça, et je pense que c'est à peu près tous les moyens de gagner des points de chaîne. Sachant que voilà, il y a des trucs qui font des boosts et tout, genre ouais, sub, ça fait un boost, etc. Bref, je sais plus le détail de comment fonctionnent les points de chaîne en termes de sources et de boosts et de multiplicateurs et ainsi de suite, mais je sais que c'est à peu près de ces manières-là qu'on récupère des points de chaîne. Et donc, vous pourrez utiliser ces points de chaîne pour remplir les cagnottes, les défis. Vous pouvez le voir là, pour ceux qui sont sur le live Twitch d'ailleurs. Il y a 3 défis. Attention, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas être spoilé de la partie. Il y a le défi les photos de Naya, le défi des autres machines et le défi le code cryptique de l'antenne. Pour le moment, je ne vais pas approfondir ce que c'est parce que j'ai posté la rediffusion aujourd'hui. Donc, je vais partir du principe qu'il y a peut-être des gens qui vont voir la rediff, qui vont vouloir participer, qui ne veulent pas être spoilés, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, pour le moment, je ne vais pas m'apesantir sur quelle est la teneur exacte de ces défis, de quoi ils relèvent exactement. Tout ce que je vais vous dire, c'est que, viewer, vous avez le pouvoir pour faire évoluer un petit peu l'univers et l'histoire de mon jeu de rôle Terre Steel grâce à ces défis. Si vous remplissez les cagnottes de ces défis, en gros, je considère que vous êtes le peuple de Nios, Nios étant la cité principale dans mon jeu de rôle. Et donc, en tant que peuple de Nios, la manière dont vous allez remplir les cagnottes symbolisera la façon dont le peuple de Nios s'intéresse et s'investit, que ce soit en temps ou en argent dans le jeu, euh, sur ces problématiques, sur ces options, sur ces débats, sur ces lois, ouais, sur ces faits et paroles. Voilà, ça peut être plein de choses, mais surtout, n'hésitez pas.
à essayer de venir booster tout ça et à influer du coup le cours de l'histoire, puisque il vous reste là pour le moment 28 jours, et dans 28 jours, quand tout cela sera fait, je récupérerai les données et elles me serviront à bâtir le prochain scénario pour l'épisode 3. Voili voilou. Donc voilà, j'en dis pas plus sur l'intitulé de ce que représentent ces cagnottes. J'en parle davantage dans le jeu de rôle pour ceux que ça intéresse. Et comme je le disais, j'ai pas envie de spoiler ceux qui veulent le regarder et qui n'ont pas encore eu l'occasion. Voili voilou. Bah écoutez, je pense avoir fait un bon résumé. Je sais pas si j'étais ultra clair, désolé, c'est peut-être un peu compliqué. C'est vrai que il y a tellement de choses qui se passent sur la chaîne, l'air de rien, que c'est compliqué de raccrocher les wagons. Et merci Zikael de verser dans ces défis des particules de rêve et de participer à l'histoire des Terres Hostiles, ça me fait plaisir. J'ai trop hâte d'écrire la suite. Donc voilà, vous comprenez du coup que au minimum, ça sera seulement dans 28 jours que je commencerai à écrire le scénario de l'épisode 3. Alors bien sûr, d'ici là, je vais déjà y réfléchir, hein. Mais voilà, vous comprenez que déjà, il y a un bon mois où je vais un peu prendre de la distance de ça. Ça va me permettre de faire d'autres choses aussi parce que voilà, je suis entré dans une rotation de priorité. C'est-à-dire que pendant un certain laps de temps, je me dis, ok, ma priorité c'est ça. Et alors je fais d'autres choses, mais je focus une chose en particulier. Et puis ça tourne et ainsi de suite. Donc là, pour moi, le jeu de rôle, j'essaie au maximum de le mettre derrière moi pour le moment. Ça reviendra bien assez vite. Et dans ce laps de temps, je vais essayer de focus sur la musique et de vous refaire une musique, de vous ressortir une chanson. Ça fait longtemps que je travaille sur une chanson qui n'est toujours pas sortie. Donc j'aimerais qu'elle sorte bientôt là. Voilà, je vais essayer de me focus là-dessus. Et puis voilà, dans un mois, je reprendrai un petit peu le focus sur le jeu de rôle, l'écriture du scénario, créer les personnages avec les joueurs, surtout qu'il y aura Mini Roblast qui inclura, qui s'implémentera dans le roster, qui prendra la place d'un de nos trois camarades qu'on a vu jusqu'à présent. Et puis voilà, j'estime que la troisième session de jeu de rôle sur Terre of Steel devrait arriver d'ici un mois et demi, 2 mois. J'aimerais que ça arrive le plus tôt possible, mais voilà. Je sais que je préfère me donner ce genre de marge pour avoir le time. La pression de remplacer un des trois GOAT. Oui, mais je crois que je vais juste faire un des trois en vérité. S'il n'y en a pas l'un des trois qui me dit ah bah moi je suis pas disponible, allez-y, donnez ma place. Je pense que je vais juste balancer un des trois et on verra. Bien, je vous invite à vous installer, chers amis, à prendre à manger et à boire. Et à passer un agréable moment en ma compagnie ce soir encore. Santé à tous. Ils sont comme les trois ninjas légendaires. Les légendaires! Bref, je regarde beaucoup trop Xari, c'est terrible. Les 7 légendaires! Mais ouais, c'est vrai que c'est une belle équipe. Ça va être, mais bon, vous les reverrez, hein. C'est pas parce qu'ils s'en vont pour. C'est pas parce que l'un d'entre eux s'en va pour une session qu'ils ne reviendront pas, bien au contraire. Écoutez, je parlais de rattacher les wagons tout à l'heure. Je vais avoir énormément de mal à vous faire rattacher les wagons sur l'histoire de Don Quichotte, en tout cas au moment où on en est, puisque ça devient plus flou dans mon esprit, étant donné qu'on parle très peu de Don Quichotte et de Sancho au final. Je me rappelle la dernière fois qu'il y a eu un chapitre sur Don Quichotte qui parlait des armes et des lettres. Donc voilà, il y a eu un petit discours je sais pas si on peut dire sociologique, philosophique, quelque chose comme ça, je sais pas trop, sur les armes et les lettres, sur ce qui valait le mieux entre les deux et ainsi de suite. Et surtout, ensuite, on a eu l'arrivée de deux nouveaux personnages, dont une femme qui se nomme Zoraida, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, et un homme dont on ne connaît pas le nom, je crois, jusqu'à présent. Je crois qu'on sait juste qu'il se fait appeler le captif, enfin, en tout cas par le narrateur, il se fait appeler le captif. Et donc, c'est lui, depuis 2 chapitres, et encore pour le chapitre que je m'apprête à vous lire, qui a pris le relais de la narration. Ça y est, encore une fois, des nouveaux personnages qui racontent leur histoire perso. Donc on s'écarte encore beaucoup de qu'est-ce qui se passe pour Don Quichotte et Sancho Panza. On est juste en train d'écouter successivement des histoires d'autres personnages. Ça m'embête un petit peu, on va voir où ça va nous mener, peut-être qu'on sera surpris. En tout cas, du coup, on s'était arrêté à peu près au moment où le captif nous racontait justement qu'il avait mis en place un plan d'évasion avec Zoraida. C'était à peu près ça. C'était à peu près ce moment-là, précisément, je crois. Voilà, voilou. On est reparti, le premier chapitre du soir fait 20.
8 pages, je crois, ou 24, enfin, c'est un monstre, c'est un monstre. C'est pour ça que ce soir je ne lis que 3 chapitres. Donc autant vous dire que je vais bien me niquer les cordes vocales et que je vous reviens d'ici, à mon avis, au moins 40 minutes. Enfin non, peut-être pas, 30-40 minutes. Oula, pardon. Allez, je me souhaite bonne chance. Et en plus, il faut que je fasse une voix assez grave. Bref. Bonne écoute à tous, bonne écoute Mopito, bonne écoute Zikel, bonne écoute à tous dans l'ombre et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. Et à tout à l'heure pour la pause. Chapitre 41, où le captif poursuit son histoire. Moins de 15 jours plus tard, le renégat avait déjà acheté une très bonne barque, capable de porter plus de 30 personnes. Pour assurer l'opération et lui donner une apparence de vérité, il décida de faire et il fit un voyage à un endroit nommé Sargel, du côté d'Oran, où il y a un important commerce de figues séchées. Il fit 2 ou 3 fois ce voyage en compagnie du Tagarin dont il avait parlé. En Barbarie, les morts d'Aragon sont appelés des Tagarins, ceux de Grenade des Mudéjars, et ce sont des Elches au royaume de Fès. C'est ce peuple que le roi utilise le plus pour la guerre. Je dis donc que chaque fois que le renégat passait en barque, il jetait l'ancre dans une petite crique à moins de 2 portées d'arbalète du jardin où Zoraïda nous attendait. Là, à dessein, il faisait la zala avec les jeunes morts qui ramaient, ou bien il essayait de faire comme par jeu ce qu'il voulait faire pour de bon, et il allait donc au jardin de Zoraïda. Il demandait des fruits, et son père lui en donnait sans savoir à qui il avait affaire. Comme il me le dit par la suite, il aurait bien voulu parler avec Zoraïda, et lui dire qu'il était celui que j'avais chargé de la conduire en terre chrétienne, et qu'elle devait se sentir satisfaite et sans crainte. Cela ne lui fut jamais possible, car les femmes mortes ne se montrent à aucun mort ni à aucun turc, sauf si leur mari ou leur père le leur ordonne. Avec les esclaves chrétiens, les relations, la communication sont plus faciles, et même plus qu'il ne conviendrait. Moi j'aurais été ennuyé qu'il lui parle. Il l'aurait peut-être inquiété lorsqu'elle aurait vu que son affaire était connue d'un renégat. Mais Dieu, qui avait tout prévu d'une autre façon, ne permit pas que le bon désir de notre renégat se réalise. Lorsque celui-ci eut vu avec quelle sécurité il allait et venait entre Alger et Sargel, qu'il jetait l'ancre quand il voulait, comme il voulait, où il voulait, et que son associé Tagarin ne désirait rien d'autre que ce qu'il voulait, que j'étais maintenant racheté, et qu'il n'y avait plus qu'à chercher des chrétiens pour ramer pendant la traversée, il me dit de voir qui je voulais emmener avec moi, en plus de ceux qui avaient été rachetés. Qu'il soit prévenu pour vendredi prochain, le jour où il avait fixé notre départ. Je parlais donc à 12 Espagnols, des hommes tous bons rameurs, et qui étaient de ceux qui pouvaient librement sortir de la ville. Dans les circonstances du moment, ce ne fut pas une mince affaire d'en trouver autant, car 20 bateaux étaient en course et avaient emmené presque tous les rameurs. Ceux-ci auraient été introuvables si leur maître, au lieu d'aller en course, n'était pas resté pour la fin des travaux sur une galiote qu'il avait à l'arsenal. Je me contentai de leur dire de sortir de la ville le soir du vendredi suivant, un à un et discrètement, et de prendre la direction du jardin d'Agimorato pour y attendre mon arrivée. Je les prévins chacun séparément, avec l'ordre, s'ils voyaient là-bas d'autres chrétiens, de dire seulement que je leur avais ordonné de m'attendre là-bas. Ces dispositions prises, il en restait une autre qui me concernait plus particulièrement. Prévenir Zoraïda de l'avancement de l'entreprise, pour qu'elle soit informée et prête, et qu'elle ne s'alarme pas si nous apparaissions à l'improviste devant elle, avant le temps où elle pensait que la barque des chrétiens pouvait revenir. Je décidai donc d'aller au jardin pour voir si je pouvais lui parler. Sous le prétexte d'aller cueillir certaines herbes, je m'y rendis la veille de mon départ, et la première personne que je rencontrai fut son père, lequel me dit dans cette langue que parlent les captifs dans toute la Barbarie et même à Constantinople, et qui n'est ni mort ni castillane, ni celle d'aucune autre nation, mais un mélange de toutes les langues avec lequel nous nous comprenons tous. Je dis donc que dans cette espèce de langue, il me demanda ce que je cherchais dans son jardin et à qui j'appartenais. Comme je savais avec certitude que c'était un de ses très bons amis, je lui répondis que j'étais esclave d'Arnaud Mamie et que je cherchais des herbes de toutes sortes pour faire de la salade. Ensuite, il voulut savoir si j'étais un homme à rançon ou non, et combien mon maître demandait pour moi. Pendant ces questions et ces réponses, la belle Zoraïda sortit de la maison du jardin. Il y avait déjà un moment qu'elle m'avait vu. Et comme les femmes mortes ne font aucune manière pour se montrer aux chrétiens, et qu'elles ne les évitent pas non plus, ainsi que je l'ai dit, elle n'eut aucun mal à venir jusqu'à nous. Bien plus, dès que son père vit qu'elle s'approchait lentement, il l'appela, et lui ordonna de venir.
Ce serait trop pour moi de vous dire maintenant la grande beauté, l'élégance, la toilette splendide et riche de ma bien-aimée Zoraïda lorsqu'elle se montra à mes yeux. Je dirais simplement que plus de perles pendaient à son cou très gracieux, à ses oreilles et à ses cheveux, qu'elle n'avait de cheveux sur la tête. À ses chevilles, nues selon leur coutume, elle portait deux carcaches d'or très fins. C'est ainsi qu'on appelle en Maurice les bracelets ou les anneaux qu'on met aux pieds. Ou tant de diamants s'enchassaient que son père, me dit-elle plus tard, les estimait à 10 000 doublons. Celle qu'elle avait au poignet valait autant. Il y avait profusion de perles, très belles, car celles-ci, grosses et petites, constituent le grand luxe, la suprême toilette des femmes mortes, et c'est pourquoi il y en a plus chez les morts que dans toutes les autres nations. Le père de Zoraïda était réputé pour en avoir beaucoup, et les meilleurs d'Alger, et pour avoir aussi plus de 200 000 écus espagnols. Tout cela appartenait à cette dame à qui maintenant j'appartiens. Était-elle à cet instant dans cette toilette? Ce qu'elle en a conservé au travers de tant d'épreuves vous permettra d'imaginer ce qu'elle pouvait être au temps de sa fortune. Car on le sait bien, la beauté de certaines femmes a ses jours et ses saisons. Pour grandir ou diminuer, elle dépend de circonstances, et il est naturel que les passions de l'âme l'élèvent ou la diminuent, bien que la plupart du temps elle la détruisent. Ce que je dis, c'est qu'à cet instant, elle arriva parfaitement mise et parfaitement belle. Du moins, il me sembla à moi que je n'avais encore jamais vu personne atteindre ces sommets. De plus, je voyais ce dont je lui étais redevable. Je croyais avoir devant moi une déité céleste descendue sur la terre pour mon bonheur et mon secours. Elle arriva, et son père lui dit dans sa langue que j'étais un esclave de son ami Arnaud Mami et que je venais chercher de la salade. Elle entra dans la conversation et, dans ce mélange de langues dont j'ai parlé, me demanda si j'étais gentilhomme et pour quelle raison on ne me rachetait pas. Je lui répondis que j'étais déjà racheté et que le prix lui permettait de voir combien mon maître m'estimait puisque j'avais coûté 1500 zoltanis. Elle répondit: en vérité, si tu étais à mon père, j'aurais obtenu qu'il ne te livre pas pour le double, car vous les chrétiens, vous mentez toujours quand vous parlez, et vous vous faites pauvres pour tromper les morts. C'est peut-être vrai, madame, mais telle est la vérité, et je l'ai toujours respectée. Je la respecte, et je la respecterai devant quiconque au monde. Et quand en vas-tu? Demain, je pense. Il y a ici un vaisseau français qui fait voile demain, et je compte partir avec lui. Ne vaut-il pas mieux attendre que viennent des vaisseaux d'Espagne et partir avec eux, plutôt qu'avec ceux des Français qui ne sont pas vos amis? Non, bien sûr, si le bruit qu'un vaisseau est en train de venir d'Espagne était vrai, je l'attendrais. Il est cependant plus sûr de m'en aller demain, car mon désir de retrouver mon pays, et ce que j'aime, est si fort qu'il ne laissera pas attendre une autre opportunité si elle tarde, comme si elle est meilleure, même si elle est meilleure. Tu es sans doute marié dans ton pays, et c'est pourquoi tu veux aller retrouver ta femme. Je ne le suis pas, mais j'ai donné ma parole que je me marierais en arrivant là-bas. Est-elle belle, la dame à qui tu l'as donnée? Si belle que pour la célébrer et te dire la vérité, elle te ressemble beaucoup. Cela fit beaucoup rire son père qui dit: voilà, chrétien, elle doit être très belle si elle ressemble à ma fille, qui est la plus belle femme de tout ce royaume. Regarde-la bien, si tu ne me crois pas, tu verras que je dis vrai. Pour la plupart de nos mots et de nos phrases, il nous servait d'interprète. C'était lui qui parlait le plus de langues, car si Zoraïda connaissait la langue bâtarde qu'on utilise là-bas, elle s'exprimait plus par signes que par mots. Nous conversions ainsi lorsqu'un mort arriva en courant et cria que 4 Turcs avaient sauté par-dessus la palissade ou la clôture du jardin et volé les fruits, qui pourtant n'étaient pas mûrs. Le vieux s'inquiéta et sa fille Zoraïda aussi. En effet, chez les morts, la peur des Turcs et surtout des soldats est générale et presque naturelle. Ceux-ci sont si arrogants, et ils ont un tel pouvoir sur eux, qui sont leurs sujets, qu'ils les traitent comme leurs esclaves. Je disais donc que le père de Zoraïda lui dit: ma fille, rentre à la maison et enferme-toi pendant que je vais parler à ces chiens. Et toi, chrétien, cueille tes herbes et pars en paix, qu'Allah te ramène heureusement dans ton pays. Je m'inclinai, et il partit chercher les Turcs, me laissant seul avec Zoraïda, qui fit un premier mouvement comme pour aller là où son père le lui avait ordonné. Mais à peine eut-il disparu sous les arbres du jardin qu'elle revint vers moi les yeux pleins de larmes et dit: ah merci, chrétien, ah merci, ce qui veut dire: tu t'en vas, chrétien, tu t'en vas. Je répondis: oui, madame, mais pas sans toi, en aucune façon. Le premier Yuma attend moi, et ne t'effraie pas lorsque tu nous verras. C'est sûr, nous irons en terre chrétienne. Je m'exprimai de telle façon qu'elle me comprit très bien durant tout notre échange. Avant de partir à pas lents en direction de la maison, elle me passa un bras autour du cou. Le sort, qui aurait pu être très mauvais si le ciel en avait ordonné autrement, voulut qu'en revenant après avoir chassé les Turcs, son père nous vit dans cette position. Nous vîmes qu'il nous avait vus. Mais Zoraïda était clairvoyante et perspicace. Au lieu d'ôter son bras de mon cou,
Elle se rapprocha de moi, mit sa tête contre ma poitrine, plia un peu les genoux, montrant clairement qu'elle s'évanouissait. De même, je donnai à comprendre que je la soutenais contre ma volonté. Son père nous rejoignit en courant, et voyant sa fille dans cet état, il lui demanda ce qu'elle avait. Comme elle ne lui répondait pas, il dit « Aucun doute, c'est l'émotion que lui a causé l'entrée de ces chiens qui l'a fait s'évanouir. » Et l'ôtant de ma poitrine, il la prit contre la sienne. Elle poussa un soupir, les yeux encore mouillés de larmes, et dit « Amexi, chrétien, Amexi, va-t'en, chrétien, va-t'en. » Son père répondit « Ma fille, peu importe que le chrétien s'en aille, il ne t'a fait aucun mal, et les Turcs sont partis. Rien ne doit t'inquiéter, car il n'y a rien qui puisse te causer de peine. Je te l'ai déjà dit à ma demande, les Turcs sont partis par où ils sont entrés. » J'intervins. « Ce sont eux, Seigneur, qui l'ont inquiété, comme tu l'as dit, mais puisqu'elle me dit de m'en aller, je ne veux pas l'ennuyer. Que la paix soit avec toi, et avec ton autorisation, je reviendrai si j'ai besoin des herbes de ce jardin, car à ce que mon maître dit, aucun n'en a de meilleur. Tu pourras revenir autant de fois que tu voudras. Ma fille n'a pas parlé ainsi parce que toi ou d'autres chrétiens l'importunaient. C'est pour demander que les Turcs s'en aillent qu'elle t'a dit de t'en aller, ou bien parce qu'il était temps que tu cherches tes herbes. » Je pris aussitôt congé de tous deux, et elle, en laissant voir qu'elle s'arrachait l'âme, suivit son père. Moi, sous ce prétexte de chercher des herbes, je pus parfaitement faire à ma guise le tour du jardin. J'examinai les moyens d'entrer et de sortir, les protections de la maison, et ce qu'elle offrait comme moyen pour faciliter notre entreprise. Cela fait, je partis et rapportai tout ce qui s'était passé aux renégats et à mes compagnons. Je brûlais déjà d'impatience de voir le moment où je pourrais jouir sans alarme du bien que la belle et gracieuse Zoraïda et que la chance m'offrait. Le temps finit par passer. Vint le jour et le terme que nous désirions tant. En respectant tous le plan et les dispositions que nous avions maintes fois répétées après avoir prudemment réfléchi et longuement discuté, nous eûmes la réussite que nous espérions. En effet, le vendredi qui suivit le jour où je parlais à Zoraïda dans le jardin, notre renégat vint à la tombée de la nuit jeter l'ancre presque en face du lieu où la belle se trouvait. Les chrétiens qui devaient ramer étaient déjà prévenus et s'étaient cachés en divers endroits alentours. Tous attendaient mon arrivée, attentifs et inquiets, et désiraient déjà monter dans le navire qu'ils avaient sous les yeux. Ils ignoraient en effet ce qui avait été convenu avec le renégat, et croyaient que c'était à la force des bras qu'ils devaient avoir et gagner la liberté, en tuant les morts qui se trouvaient dans la barque. Ce qui se passa, c'est que dès que je me montrai avec mes compagnons, tous les autres qui étaient cachés nous virent et vinrent vers nous. À ce moment, la ville était déjà fermée, et dans tous les environs on ne voyait personne. Lorsque nous fûmes tous ensemble, nous nous demandâmes s'il valait mieux aller d'abord chercher Zoraïda ou maîtriser les morts bagarins qui étaient à la rame sur la barque. Nous en étions là lorsque le renégat arriva et nous demanda pourquoi nous nous arrêtions. C'était l'heure, tous les morts étaient distraits, et la plupart dormaient. Nous lui dîmes ce qui nous posait problème. Il répondit que le plus important était de nous rendre maîtres du bateau. On pouvait le faire très facilement. Ensuite, nous pourrions aller chercher Zoraïda. Nous fûmes tous d'accord et sans plus tarder, nous allâmes donc au bateau sous sa conduite. Il y sauta le premier, prit un cimeterre et dit en langue mauresque que personne ne bouge d'ici s'il ne veut pas perdre la vie. Presque tous les chrétiens étaient déjà montés dans le bateau. Les morts n'étaient pas très courageux. En voyant leur patron parler ainsi, ils furent effrayés, et sans qu'aucun touchât aux armes, qui étaient peu nombreuses sinon inexistantes, ils se laissèrent en silence attacher les mains par les chrétiens, lesquels le firent promptement tout en les menaçant de les passer tous au fil de l'épée, si d'une façon ou d'une autre ils élevaient la voix. Cela fait, la moitié des nôtres resta à les garder. L'autre moitié, toujours guidée par le renégat, alla au jardin d'Agi Morato. La bonne fortune voulut que lorsqu'on entreprit d'ouvrir la porte, elle s'ouvrit très facilement, comme si elle n'avait pas été fermée. Ainsi, très tranquillement, très silencieusement, nous arrivâmes à la maison sans être entendus de personne. La très belle Zoraïda nous attendait à sa fenêtre, et dès qu'elle s'aperçut qu'il y avait du monde, elle demanda à voix basse si nous étions Nizarani, c'est-à-dire qu'elle avait demandé si nous étions chrétiens. J'acquiesçai, qu'elle descendit. Elle n'eut pas une hésitation dès qu'elle m'eut reconnu. Sans me répondre, elle descendit en un instant. Elle ouvrit la porte et se montra à tous, si belle, si richement vêtue, que je suis incapable d'en faire l'éloge. Je la vis, je lui pris une main et me mis à la baiser. Le renégat en fit de même, ainsi que mes deux camarades. Les autres, qui n'étaient pas au courant, firent ce qu'ils nous voyaient faire, et il semblait vraiment que nous lui rendions grâce et déclarions lui soumettre notre liberté. Le renégat lui demanda en langue mauresque si son père était au jardin. Elle répondit que oui, et qu'il dormait. Il va donc falloir le réveiller et l'emmener avec nous, avec tout ce qui a de la valeur dans ce beau jardin.
Non, dit-elle, on ne doit absolument pas toucher à mon père, et dans cette maison, il n'y a rien d'autre que ce que j'ai sur moi, mais il y en a tellement qu'il y aura largement de quoi vous rendre tous riches et satisfaits. Attendez un peu, et vous verrez. À ces mots, elle rentra en disant qu'elle revenait tout de suite, et que nous devions rester calmes et ne faire aucun bruit. Je demandai au renégat ce qui s'était dit entre elle et lui. Il me le rapporta, et je lui dis qu'en tout, nous ferions exactement ce que voulait Zoraïda. Elle revenait déjà chargée d'un coffret plein d'écus d'or. Il y en avait tant qu'elle parvenait à peine à le porter. Mais le mauvais sort voulut que son père se réveillât à ce moment, et qu'il entendît le bruit qu'il y avait au jardin. Il se mit à la fenêtre, vit tout de suite que ceux qui étaient là étaient des chrétiens, et il se mit à crier, à vociférer. Des chrétiens, des chrétiens, des voleurs, des voleurs. Ces cris nous troublèrent et nous inquiétèrent beaucoup. Mais le renégat vit le danger où nous nous trouvions, ainsi que la grande nécessité pour lui de se tirer de cette entreprise avant d'être découvert. Il monta avec la plus grande rapidité jusqu'à Hajimorato. Quelques-uns des autres allèrent avec lui. Moi, je n'osais abandonner Zoraïda, qui, presque évanouie, s'était laissée tomber dans mes bras. En résumé, ceux qui montèrent s'y prirent si adroitement que quelques instants après, ils redescendirent avec Hajimorato, qu'il menait mains attachées, avec sur la bouche un bâillon, qui ne lui laissait pas dire un mot. Il le menaçait, lui disait que s'il parlait, il le paierait de sa vie. Lorsque sa fille le vit, elle se couvrit le visage pour ne pas le voir, et il resta stupéfait dans l'ignorance où il était que c'était de son plein gré qu'elle s'était remise entre nos mains. Mais pour l'heure, ce furent les pieds qui comptèrent le plus. Nous nous hâtâmes de vite monter sur le bateau. Déjà ceux qui y étaient restés nous attendaient en craignant qu'il nous soit arrivé un malheur. La nuit était tombée depuis 2 heures à peine, que nous étions tous à bord. On ôta au père de Zoraïda les liens de ses mains et le bâillon de sa bouche, mais le renégat lui répéta que s'il disait un mot, on lui ôterait la vie. Lui, en voyant là sa fille, se mit à soupirer avec beaucoup d'émotion. Ce fut pire lorsqu'il vit que je la tenais étroitement embrassée, et qu'elle restait tranquille sans se défendre, se plaindre ni se dérober. Pourtant il se taisait, pour que les menaces que le renégat lui avait faites ne se réalisent pas. Zoraïda se voyait dans la barque. Elle voyait que nous étions sur le point de mettre les rames à l'eau, que son père était là avec les autres morts qui étaient attachés. Elle demanda au renégat de me dire de lui faire la grâce de les détacher, et de libérer son père, car elle se jetterait à la mer plutôt que de voir de ses yeux et par sa propre faute un père qu'il avait tant aimé, conduit en captivité. Il me le dit. J'exprimai mon accord. Mais il répondit qu'il ne fallait pas, car si nous les laissions là, ils donneraient l'alarme à terre par leurs cris, réveilleraient la ville, et feraient qu'on sorte à notre poursuite sur des frégates légères, qu'on nous coupe la route côté terre et côté haute mer, de sorte que nous ne pourrions pas nous échapper. Ce que nous pourrions faire, ce serait de leur donner la liberté dès notre arrivée en terre chrétienne. Nous fûmes tous de cet avis, et Zoraïda, à qui on le rapporta avec les motifs qui nous poussaient à ne pas accomplir tout de suite sa volonté, accepta. Ensuite, dans un silence réjoui et une allègre diligence, chacun de nos vaillants rameurs prit sa rame, et en nous recommandant à Dieu de tout notre cœur, nous commençâmes la navigation en direction de Majorque et de ses îles, la terre chrétienne la plus proche. Mais comme il y avait un peu de tramontane et que la mer était plutôt houleuse, il fut impossible de garder ce cap, et nous fûmes contraints de nous laisser aller en longeant la côte en direction d'Oran, non sans de grandes appréhensions, car nous serions visibles du port de Sargel qui, sur cette côte, est à 60 miles d'Alger. Nous avions également peur de rencontrer dans ces parages une de ces galiotes qui viennent régulièrement de Tétouan chargées de marchandises, même si chacun pour lui-même et pour tous les autres, nous supposions qu'à rencontrer une galiote de commerce et qui ne fût pas de celles qui vont en course, loin d'être perdus, nous prendrions un bateau qui nous permettrait d'accomplir notre voyage en sécurité. Tandis qu'on naviguait, Zoraïda gardait la tête entre mes mains pour ne pas voir son père, et j'entendais qu'elle appelait Léla Marienne à notre aide. Nous avions bien fait 30 miles lorsque le jour nous trouva à environ 3 portées d'arquebus de la terre. Nous vîmes qu'elle était entièrement déserte, sans personne pour nous découvrir. Pourtant, à la force des bras, nous nous éloignâmes un peu plus du rivage, car la mer s'était maintenant quelque peu apaisée. 2 lieues plus loin environ, l'ordre fut donné de prendre des quarts pour ramer pendant que nous mangions quelque chose. La barque, en effet, était bien approvisionnée. Mais les rameurs dirent que ce n'était pas le moment de prendre du repos, qu'on leur donne à manger pendant qu'ils ramaient. Ils refusaient catégoriquement de lâcher les rames. On fit ainsi. Alors se mit à souffler un puissant vent contraire qui nous obligea à mettre aussitôt la voile en cessant de ramer et à mettre le cap sur Oran. Il était impossible de prendre une autre route.
La manœuvre fut faite en toute hâte, et nous naviguâmes ainsi à la voile à plus de 2 miles par heure, sans plus rien craindre, sinon de rencontrer un bateau équipé pour la course. Nous donnâmes à manger aux morts bagarins, et le renégat les consola en leur disant qu'ils n'étaient pas prisonniers, qu'à la première occasion on leur rendrait la liberté. On dit la même chose au père de Zoraïda, qui répondit: J'aurais pu espérer n'importe quoi d'autre de votre générosité et de vos bonnes dispositions, ô chrétiens, mais me donner la liberté, ne me croyez pas assez naïf pour l'imaginer. Vous n'auriez jamais pris le risque de me l'ôter pour me la rendre si généreusement, surtout en sachant qui je suis et le gain que vous pouvez faire en me la rendant. Et si vous voulez le chiffrer, je vous offre ici tout ce que vous voudrez pour moi et pour ma malheureuse fille qui est là, ou sinon pour elle seule, car elle occupe la plus grande et la meilleure partie de mon cœur. À ces mots, il se mit à pleurer si amèrement qu'il nous émut tous à compassion, et qu'il força Zoraïda à le regarder. Bouleversée de le voir pleurer ainsi, elle quitta mes pieds, se leva et alla embrasser son père. Joignant leurs visages, ils se mirent à sangloter ensemble si tendrement que nous fûmes nombreux à en faire de même. Mais quand son père la vit en tenue de fête avec tant de joyaux sur elle, il lui dit dans sa langue: Qu'est-ce que cela signifie, ma fille? Hier soir, avant que nous arrive ce terrible malheur qui nous frappe à présent, je t'ai vu habillée de tous les jours, comme à la maison, et maintenant, sans que tu aies eu le temps de t'habiller, sans avoir reçu une joyeuse nouvelle à fêter en te parant et te faisant belle, je te vois en toilette, avec les plus beaux vêtements que j'ai su et que j'ai pu te donner au temps où la fortune nous était plus favorable. Explique-moi, car cela me laisse plus troublé, plus stupéfait que le malheur où je me vois. Tout ce que le mort disait à sa fille, le renégat nous le traduisait. Elle ne répondait mot. Mais lorsqu'il vit sur un côté de la barque le coffret où elle avait l'habitude de ranger ses bijoux, et dont il savait bien qu'il l'avait laissé à Alger au lieu de l'emporter au jardin, son trouble s'accrut. Il lui demanda comment ce coffre avait pu passer dans nos mains, et ce qu'il y avait dedans. Sans attendre que Zoraïda lui réponde, le renégat lui dit: Seigneur, ne te fatigue pas à poser tant de questions à ta fille Zoraïda. Je vais te dire une seule chose qui répondra à toutes. Je veux que tu saches qu'elle est chrétienne, que c'est elle qui a été la lime de nos chaînes, la délivrance pour notre captivité. Elle est ici de son plein gré, aussi heureuse, je crois, de se voir dans cette situation, que celui qui quitte les ténèbres pour la lumière, la mort pour la vie, et la géhenne pour la gloire. Fille, ce qu'il dit est-il vrai? C'est vrai, répondit-elle. Tu es vraiment chrétienne, et c'est vraiment toi qui as mis ton père au pouvoir de ses ennemis? Chrétienne, je le suis, mais ce n'est pas moi qui t'ai mis dans cette situation, car je ne suis jamais allé jusqu'à vouloir te laisser faire ou te faire du mal, mais seulement à vouloir mon propre bien. Et quel bien t'es-tu fait, fille? Cela demande-le à Léla Marienne, elle pourra te le dire mieux que moi. Dès qu'il entendit ces mots, le mort se jeta avec une rapidité incroyable, la tête la première dans la mer, où il se serait noyé sans aucun doute, si le vêtement large et encombrant qu'il portait ne l'avait retenu un temps à la surface. Zoraïda cria qu'on le sortit de l'eau. Nous nous précipitâmes tous, l'attrapâmes par son grand manteau et le tirâmes à demi noyé sans connaissance. Zoraïda en éprouva un tel chagrin qu'elle se mit à se lamenter sur lui tendrement, douloureusement, comme s'il était mort. Nous le retournâmes tête en bas, il rendit beaucoup d'eau. Il récupéra ses esprits au bout de 2 heures, pendant lesquelles, le vent ayant tourné, il nous fallut revenir vers la terre et aller à force de rames pour ne pas être jetés dessus. Et notre bonne fortune voulut nous faire parvenir à une anse qui se trouve à côté d'un petit promontoire, ou cap, appelé par les morts la Cava Rumia, ce qui dans notre langue signifie la mauvaise femme chrétienne. Chez eux, la tradition rapporte que c'est là qu'est enterrée la Cava, à cause de qui l'Espagne s'est perdue. Cava dans leur langue veut dire mauvaise femme, et Rumia, chrétienne. Ils croient toujours qu'il est de mauvais augure d'y jeter l'ancre lorsqu'ils sont obligés de le faire, sinon ils ne le font jamais. Ce fut néanmoins pour nous non un abri de mauvaises femmes, mais un havre de sécurité et de salut, tant la mer était démontée. Nous postâmes nos sentinelles à terre. Sans jamais lâcher les rames, nous mangeâmes ce que le renégat avait apporté, en priant de tout notre cœur Dieu et Notre-Dame de nous aider et de nous favoriser pour que nous puissions bien finir ce que nous avions si heureusement commencé. On prévit de laisser descendre à terre son père et tous les Arabes qui étaient ligotés. Zoraïda nous avait supplié. Son peu de courage, ses tendres entrailles, ne pouvaient supporter de voir son père ainsi que ceux de son pays attachés devant ses yeux. Nous lui promîmes de le faire au moment de notre départ, car il n'y avait pas de danger à les laisser dans cet endroit désert. Nos prières ne furent pas vaines. Le ciel les entendit. Le vent nous favorisa aussitôt et devint calme, la mer s'apaisa, nous invitant à reprendre et à poursuivre joyeusement notre voyage. À ce spectacle, nous détachâmes les morts et un à un nous les fîmes descendre. Ils en restèrent ébahis.
Mais au moment de débarquer le père de Zoraïda, qui avait repris tous ses esprits, il dit: Chrétien, pourquoi croyez-vous que cette mauvaise femelle se réjouisse que vous me libériez? Croyez-vous que ce soit par pitié pour moi? Non, certainement pas. Elle le fait parce que ma présence la gênera lorsqu'elle voudra satisfaire ses mauvais désirs. Ne croyez pas non plus qu'elle a changé de religion parce qu'elle a compris que la vôtre est meilleure que la nôtre. C'est parce que dans votre pays l'indécence est plus libre que chez nous. Il se tourna vers Zoraïda. Moi et un autre chrétien lui tenions les deux bras pour l'empêcher de faire un coup de folie. Fille indigne, enfant mal conseillé, où vas-tu, aveugle, folle, au pouvoir de ces chiens qui sont nos ennemis de toujours? Maudite soit l'heure où je t'engendrai, maudits les cadeaux, les plaisirs où je t'ai élevé. Mais je vis qu'il était loin de terminer rapidement, et je me hâtai de le mettre à terre, d'où il continua à crier ses malédictions et ses plaintes, priant Mahomet de prier Allah de nous détruire, de nous confondre, d'en finir avec nous. Et lorsque, après avoir mis la voile, nous ne pûmes plus comprendre ses mots, nous vîmes ses gestes. Il s'arrachait la barbe et les cheveux, il se jetait à terre. À un moment, il cria si fort que nous pûmes entendre ce qu'il disait. Reviens, ma fille chérie, reviens à terre, je te pardonne. Laisse à ces gens l'argent qui maintenant leur appartient, et viens consoler ton malheureux père. C'est ici, sur cette plage déserte, qu'il quittera la vie si toi tu le quittes. Zoraïda écoutait tout, ressentait tout, et pleurait, incapable de dire et de répondre un mot, si ce n'est: Plaise à Allah, mon cher père, que les lamariennes, elle qui fut cause que je sois chrétienne, te console dans ta tristesse. Allah sait bien que je n'ai pas pu faire autre chose que ce que j'ai fait, et que ces chrétiens ne doivent rien à ma volonté. Eussé-je même voulu ne pas venir avec eux et rester chez moi, je ne l'aurais pu, tant mon âme me pressait d'œuvrer à cette œuvre qui pour moi est aussi bonne que toi, père bien-aimé, tu la juges mauvaise. Au moment où elle prononçait ces paroles, son père ne l'entendait plus, et il avait disparu de notre vue. Je consolai Zoraïda, et nous nous concentrâmes tous sur notre navigation que même le vent nous facilitait, si bien que nous fûmes convaincus que le lendemain matin, nous nous verrions au large de l'Espagne. Mais comme le bien vient rarement, ou ne vient jamais, pur et net, sans être accompagné ou suivi d'un mal qui le trouble ou le contrarie, notre fortune voulut, ou peut-être les malédictions que le mort avait jetées sur sa fille, car on doit toujours les craindre, quel que soit le père, voulut, dis-je donc, que déjà en haute mer, au bout de 3 heures de nuit, alors que nous avancions à pleine voile, les rames fixées, car le vent favorable nous dispensait de la peine de nous en servir, à la lumière de la lune qui reluisait clairement, nous vîmes près de nous un bateau rond qui, toute voile dehors, en naviguant un peu à l'abatté, croisait notre route par l'avant. Il était si proche que nous dûmes amener la voile pour ne pas l'aborder, et eux, pareillement, durent travailler à la barre pour nous permettre de passer. Ils s'étaient mis au tillac pour nous demander qui nous étions, où nous allions, d'où nous venions. Mais ils avaient posé ces questions en français, et notre renégat nous dit que personne ne réponde. Ce sont sans doute des corsaires français. Ils font butin de tout. À cause de cet avertissement, personne ne répondit. Nous continuâmes un peu. Le bateau était maintenant sous le vent. Tout à coup, ils tirèrent sur nous 2 boulets d'artillerie, semble-t-il, ramés, car l'un coupa notre mât par le milieu et l'envoya à la mer avec la voile, tandis qu'au même instant, l'autre pièce déchargée et que le boulet tombait en plein milieu de notre barque, l'ouvrant entièrement sans faire d'autre mal. Mais voyant que nous commencions à couler, nous nous mîmes tous à appeler au secours à grands cris, et à prier ceux du bateau de nous recueillir, car nous allions nous noyer. Ils amenèrent donc la voile et mirent à l'eau un canot ou une barque, où descendirent environ 12 Français bien armés d'arquebuses avec la mèche allumée. Ils vinrent bord à bord, et voyant que nous n'étions pas nombreux, et que la barque s'enfonçait, ils nous recueillirent en disant que c'était pour nous être montrés discourtois en ne leur répondant pas que cela nous était arrivé. Notre renégat prit le coffre où se trouvaient les richesses de Zoraïda, et le jeta à la mer sans être vu de personne. Ainsi nous passâmes tous dans le bateau des Français. Ceux-ci, après nous avoir interrogés sur tout ce qu'ils voulaient savoir de nous, comme s'ils étaient nos ennemis jurés, nous dépouillèrent de tout ce que nous avions, autant jusqu'aux anneaux que Zoraïda avait à ses chevilles. Le désagrément qu'ils lui causèrent, cependant, était moindre que la peur que j'avais qu'ils lui ôtassent, en plus de ses richissimes, ses très précieux bijoux, son bijou de plus grand prix, celui auquel elle tenait le plus. Mais les désirs de ces gens-là ne vont pas au-delà de l'argent, dont leur avidité ne se lasse jamais. Elle alla très loin ce jour-là. Ils nous auraient même dépouillés de nos vêtements de captifs, si cela avait pu rapporter quelque peu. Certains furent d'avis de nous jeter à la mer tous enveloppés dans une voile, car ils avaient l'intention d'aller faire du négoce dans quelque port d'Espagne, en se faisant passer pour des Bretons.
S'ils nous conservaient en vie et nous emmenaient avec eux, ils seraient châtiés lorsque leur vol serait révélé. Mais le capitaine qui avait dépouillé ma bien-aimée Zoraïda dit qu'il se satisfaisait de la prise qu'ils avaient faite, et qu'au lieu d'aller commercer dans un port d'Espagne, ils voulaient passer le détroit de Gibraltar de nuit ou de toute autre façon, et aller à La Rochelle d'où ils étaient partis. Ils décidèrent donc de nous donner le canot de leur navire avec tout le nécessaire pour le peu de navigation qu'il nous restait à faire. C'est ce qu'ils firent le lendemain, alors que nous étions déjà en vue des côtes de l'Espagne. À cette vue, tous nos chagrins, tout notre dénuement disparurent totalement en nous, comme si nous ne les avions jamais connus. Tel est le plaisir de retrouver la liberté perdue. Il devait être midi lorsqu'ils nous firent descendre dans la barque en nous donnant 2 barils d'eau et un peu de biscuits, et le capitaine, ému de je ne sais quelle compassion au moment où la très belle Zoraïda y montait, lui donna bien 40 écus d'or et refusa que ses soldats lui ôtent ces mêmes vêtements qu'elle a encore sur elle. En montant dans l'embarcation, nous les remerciâmes pour le bien qu'ils nous faisaient, exprimant plus de reconnaissance que de protestation. Ils tirèrent au large dans la direction du détroit, et nous, sans prendre d'autre guide que la mer que nous voyions devant nous, nous hâtâmes notre navigation. Au coucher du soleil, nous étions si près qu'il nous semblait bien possible d'arriver avant la nuit complète. Mais la lune ne se montrait pas cette nuit-là, le ciel était obscur, et nous ignorions dans quel parage nous nous trouvions. Il ne nous paraissait pas prudent d'aller à terre. Pourtant, beaucoup d'entre nous étaient d'un autre avis et disaient qu'il fallait le faire. Mais si nous arrivions sur des rochers et loin de toute habitation, nous serions au moins libérés de la crainte qu'il était raisonnable d'éprouver, car passaient par là des bateaux de corsaires de Tétouan. Le soir, ils sont en Barbarie, le matin, ils sont sur les côtes d'Espagne, ils y font leur prise ordinaire et rentrent dormir chez eux. Parmi ces avis opposés, on retint celui de nous approcher doucement, et de descendre à terre où ce serait possible si la mer calme l'autorisait. C'est ce qu'on fit. Et un peu avant le milieu de la nuit, nous nous trouvâmes au pied d'une montagne d'une hauteur démesurée, mais qui n'arrivait pas jusqu'à la mer et laissait un peu d'espace pour pouvoir débarquer facilement. Nous arrivâmes sur le sable, sautâmes tous à terre, baisâmes le sol et avec des larmes d'une joie immense, rendîmes tous grâce à notre Seigneur Dieu pour ce bien incomparable qu'il nous avait fait dans ce voyage. Nous sortîmes de la barque les provisions qu'elle contenait, la tirâmes à terre et nous gravîmes un très long moment le flanc de cette montagne, car même en cet endroit nous ne pouvions toujours pas apaiser notre cœur ni nous convaincre que c'était sur une terre chrétienne que se posaient nos pas. Pour moi, le jour se leva plus tard que nous n'aurions voulu. Nous achevâmes l'ascension de la montagne pour voir si de là un village se découvrait, ou quelques cabanes de bergers, mais si loin que porta notre regard, nous ne vîmes ni village, ni être humain, ni sentier, ni chemin. Aussi décidâmes-nous de pénétrer plus avant dans les terres, car il était impossible que nous ne rencontrions pas quelqu'un qui pût nous en informer. Moi, ce qui me désolait, c'était de voir Zoraïda aller à pied sur ce sol ingrat. Je l'avais portée quelquefois sur mon dos, mais ma fatigue la fatiguait plus que son repos ne la reposait, et elle refusa ensuite que je me donne cette peine. Elle endurait l'épreuve avec une expression de joie. Je la tenais par la main. Nous avions dû parcourir environ un quart de lieue lorsque parvint à nos oreilles le son d'une petite clochette, claire annonce qu'il y avait un troupeau tout près. Nous cherchâmes tous attentivement, si nous en voyions un, et nous vîmes au pied d'un chêne-liège un jeune berger qui tranquillement, nonchalamment, taillait un bâton avec un couteau. Nous l'appelâmes. Il leva la tête et se mit aussitôt debout. Comme nous le sûmes plus tard, ce fut le renégat, et Zoraïda qu'il put voir en premier. Voyant qu'ils étaient vêtus comme des Arabes, il crut que tous ceux de la barbarie allaient l'attaquer, fonça avec une vitesse prodigieuse droit dans le bois, et se mit à crier de toutes ses forces « Les morts, ils ont débarqué! Les morts, aux armes, aux armes !» Ces cris nous inquiétèrent. Nous ne savions que faire, mais à l'idée que les cris du berger allaient mettre en émoi le pays et que la cavalerie de la côte ne tarderait pas à accourir pour voir ce qui se passait, nous décidâmes que le renégat ôterait ses vêtements turcs pour passer une casaque de captif chrétien. L'un de nous lui en donna aussitôt une, quitte à se retrouver en chemise, et en nous recommandant à Dieu, nous suivîmes le chemin que nous avions vu prendre au berger, nous attendant toujours à voir la cavalerie de la côte donner à nous. Ce sentiment ne nous trompait pas, car, moins de 2 heures après, alors que nous étions déjà sortis de ces épaisseurs, nous vîmes en terrain dégagé environ 50 cavaliers qui, au petit galop, venaient très rapidement vers nous. Nous nous arrêtâmes aussitôt et nous les attendîmes calmement. Mais dès qu'ils nous atteignirent et qu'ils virent qu'au lieu des morts qu'ils cherchaient, il y avait seulement de pauvres chrétiens, ils furent tout étonnés, et l'un d'eux nous demanda si c'était nous qui, par hasard, avions donné à un berger l'occasion de donner l'alerte. Oui, dis-je, et j'allais commencer à lui expliquer ma situation, d'où nous venions et qui nous étions,
quand de notre côté, un des chrétiens reconnut le cavalier qui nous avait posé la question et dit: Messieurs, grâce soit rendue à Dieu de nous avoir conduits à si bon port, car si je ne m'abuse, la terre où nous marchons est celle de Vélez Malaga. Si mes années de captivité n'ont pas chassé le souvenir de ma mémoire, vous, monsieur, qui demandez qui nous sommes, vous êtes Pedro de Bustamante, mon oncle. À ces mots, le cavalier mit pied à terre, vint embrasser le jeune homme et lui dit: Mon neveu, mon âme, ma vie, je te reconnais. Comme si tu étais mort, je t'ai pleuré, avec ma sœur, ta mère et tous les tiens, qui sont toujours en vie. Dieu a bien voulu les conserver en ce monde pour qu'ils puissent jouir du plaisir de te voir, de te revoir. Nous savions que tu étais à Alger. À ce qu'indiquent clairement tes vêtements et ceux de tous tes compagnons, je comprends que vous avez obtenu la liberté par miracle. C'est vrai, nous aurons le temps de tout vous raconter. Comprenant que nous étions des captifs chrétiens, les cavaliers mirent pied à terre et chacun nous offrit son cheval pour nous conduire à la ville de Vélez Malaga, qui était à 1 lieue et demie de l'endroit où nous nous trouvions. Certains retournèrent pour conduire la barque à la ville, et nous leur indiquâmes où nous l'avions laissée. D'autres nous prirent en croupe, et Zoraïda monta derrière l'oncle du chrétien. Tout le peuple sortit de la ville pour nous accueillir. L'un de nous avait pris les devants et leur avait appris la nouvelle de notre arrivée. Il n'était pas surpris de voir des captifs libres ou des morts captifs, car sur cette côte tout le monde a l'habitude de voir et les uns et les autres. Mais il s'étonnait de la beauté de Zoraïda, laquelle en cet instant et en ces circonstances était à son sommet. La fatigue de la marche, la joie de se voir maintenant en terre chrétienne, sans plus avoir à redouter de se perdre, avait donné de telles couleurs à son visage que, si je ne suis pas abusé par les sentiments que j'ai pour elle, j'oserais dire qu'il n'y avait pas de plus belle femme au monde, en tout cas moi je n'en ai jamais vue. Nous allâmes tout de suite à l'église rendre grâces à Dieu du bienfait que nous avions reçu. En entrant, Zoraïda dit qu'il y avait là des visages qui semblaient ceux de Léla Marienne. Nous lui dîmes que c'étaient des images d'elle, et du mieux qu'il put, le renégat lui fit comprendre ce qu'elles représentaient, pour qu'elle les adorât comme si chacune était véritablement cette Léla Marienne qui lui avait parlé. Elle, qui a un très bon entendement, et qui d'elle-même comprend vite et clairement, saisit aussitôt ce qu'on lui avait dit à propos des images. Puis nous fûmes conduits et répartis dans différentes maisons de la ville. Mais le chrétien qui avait fait avec nous le voyage nous conduisit, le renégat Zoraïda et moi, dans la maison de ses parents. Ils jouissaient d'une relative aisance et nous traitèrent avec autant d'affection que leur propre enfant. Au terme des 6 jours que nous passâmes à Vélez, le renégat, après avoir rassemblé toute l'information qu'il lui fallait, alla à la ville de Grenade pour que la Sainte Inquisition lui permette de rentrer dans le très saint giron de l'Église. Les autres chrétiens libérés partirent chacun de son côté, et nous restâmes seuls, Zoraïda et moi, avec en tout et pour tout les écus que par courtoisie le Français lui avait donnés. Avec, j'achetai la bête qu'elle monte. Pour le moment, je suis pour elle un père, un écuyer, mais non un époux. Nous voulons aller voir si mon père est toujours vivant, ou si un de mes frères a connu une fortune plus prospère que la mienne. Cependant, puisque le ciel m'a donné de partager la vie de Zoraïda, il me semble que je ne puis connaître aucune autre fortune, si bonne qu'elle soit, qui ait à mes yeux plus de prix. La patience avec laquelle elle endure les inconvénients que comporte la pauvreté, son désir d'être chrétienne maintenant, tout cela compte beaucoup, suscite mon admiration, et me pousse à la servir tout le temps qu'il me reste à vivre, quoique mon bonheur à me voir bientôt sien, à la voir bientôt mienne, soit troublé, contredit, par l'impossibilité de savoir si je trouverai sur ma terre un recoin pour l'abriter, et si le temps, la mort, auront apporté tant de changements dans les biens et la vie de mon père et de mes frères, que je ne trouverai peut-être personne qui me reconnaisse s'ils ne sont plus là. Messieurs, je n'ai plus rien à vous raconter de mon histoire. Est-elle agréable, originale? C'est à votre bonne intelligence d'en juger. Pour moi, je peux dire que j'aurais voulu vous la raconter plus brièvement, et pourtant, la crainte de vous ennuyer m'a ôté de la bouche plus d'une circonstance. Et c'est la fin du chapitre 41, les amis. Nous marquons une pause. Phew, c'était dur. C'était éprouvant pour les cordes vocales, là, pour le coup. J'ai lu tellement un gros paquet d'un coup. Bienvenue. Alors, je sais pas si tu es resté depuis tout à l'heure, mais en tout cas, merci pour le follow, la fille d'Avril. Ça fait plaisir. Euh, j'ai trouvé cette narration du captif relativement captivant, jeu de mots. En vrai, je la trouve sympathique
les 3 chapitres qui ont été... parce que ouais, ça a duré 2 chapitres la dernière fois et le chapitre d'aujourd'hui. Qui ont duré, ouais, la narration de toute l'histoire de ce captif m'a assez plu. Je trouvais ça assez intéressant, même si je suis d'avis de ce qu'il dit dans son dernier paragraphe, à savoir que c'était un peu long et que bah moi perso je suis content qu'il ait omis certaines circonstances par peur de nous ennuyer, parce que je dois avouer que moi je trouvais ça un chouïa long quand même. Mais dans l'absolu, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que dans l'absolu, je trouve pas que l'histoire ait été inintéressante. Je trouve même que c'est peut-être l'une des histoires qu'un autre personnage que Don Quichotte ou que le narrateur nous a raconté dans ce roman qui était parmi les plus intéressantes. Mais juste, c'était long. Surtout, c'était raconté de manière longue, c'est-à-dire que euh, comment dire, il mettait vraiment le temps pour dire relativement peu de choses, je vais dire. Et surtout, moi, ce qui fait que j'ai un plutôt mauvais avis, enfin, pas mauvais avis, j'irai pas jusque-là, mais parce que c'est bien écrit et je trouve que ça se lit, quoi. Mais c'est juste que je me répète, hein, et désolé, peut-être que je vais paraître, comment on appelle ça, pas maniaque, mais mince, psychorigide, mais juste, putain, je suis en train de dire Don Quichotte, je veux Don Quichotte. Ça fait vraiment, enfin, là on arrive à quoi? On arrive à bientôt 600 pages, et je pense que dans l'œuvre, il y a facilement 100, 150 pages où on n'a aucune mention de Don Quichotte ou de Sancho Panza. Et j'avoue que ça me saoule un petit peu. Ça me saoule un petit peu. Zikael dans le chat qui nous dit c'est pas ouf, c'est chiant sans Don Quichotte. J'irai pas jusque-là, personnellement, en cela que je trouve ça ok. C'est juste que je lis Don Quichotte, je veux voir Don Quichotte, quoi. Et même si j'irai pas jusqu'à dire que c'est chiant sans Don Quichotte, clairement, je trouve les passages sans Don Quichotte, et notamment les passages où d'autres personnages racontent leur life, beaucoup moins intéressants, en tout cas pour ma part. Pour ma part. Donc ouais, voilà, je suis un peu moins sensible à tout ça. Euh, c'est bien Zoro, mais bon, pas à lire. What? J'ai l'impression de voir un épisode de Zoro. What? Ok. C'est marrant comme comparaison. Euh, mais après, ouais, voilà, je trouve ça assez intéressant parce que c'est clair que moi, perso, en tout cas, ça m'intéresse parce que c'est pas une période de l'histoire et des zones géographiques que je connais très bien. Donc ça m'intéresse en cela, mais sinon, pas beaucoup plus, quoi. Il y a une fille à sauver, il la sauve, wally walou. Ah, d'accord, dans ce sens-là, ouais, ok. Ouais, c'est vrai que clairement, l'histoire, en fait, c'est juste l'histoire d'une fuite et l'histoire de comment ils se sont mis en couple, quelque part. Mais il est amoureux, il la kidnappe. Ouais, bah voilà, c'est ça, c'est clairement ça. C'est vrai que c'est très classique, encore une fois. Ça revient à quelque chose que disait le narrateur beaucoup plus tôt dans le texte, qui était que, à un moment, il disait c'est à la mode en ce moment d'écrire des romans avec maintes et maintes histoires à l'intérieur pour pas ennuyer les gens. Donc, quelque part, je me dis que, ouais, soit il s'en... En fait, j'ai toujours du mal à le savoir, mais soit il s'en moque, soit il le parodie, voilà, soit il en fait une sorte de satire, soit c'était vraiment un truc à la mode à l'époque, et du coup, il essaie de faire la même chose, il essaie de reproduire ce truc-là. Il se dit, Cervantes, donc l'auteur pour le coup, se dit je vais mettre plein d'histoires différentes, avec plein de récits cadres et plein de personnages qui racontent leur histoire, parce que peut-être, ouais, il y avait une mode à l'époque où c'était c'était réputé comme intéressant et sympathique de mettre plein d'histoires dans un roman. Ouais, ouais. J'avoue que j'aimerais qu'on retourne sur Don Quichotte et Sancho. Mais bon, c'était pas horrible, mais j'avoue que je préférais qu'on retourne sur Don Quichotte et Sancho. Je ne sais pas si j'ai réussi à rechoper la voix que j'avais fait au narrateur la dernière fois. Je pense pas. Parce que la dernière fois, j'avais aucun mal à la faire. Alors que là, elle m'a fait un peu plus mal à la gorge.
Après, j'avais déjà les cordes vocales en assez piteux état dès le début du live, je dois avouer, donc je sais pas trop. J'espère aussi que ça n'a pas été trop plombant, ma manière de le lire. Parce que c'est ça aussi qui a fait que la lecture a duré longtemps. C'est que vu que j'incarnais un personnage, entre guillemets, et que ce personnage, je lui avais fait un rythme de parole, un débit de parole relativement lent et posé et lourd, je veux dire, parce que voilà, il n'y avait pas de grandes comment dire, il n'y a pas de grandes intonations dans sa manière de parler. Donc je me dis aussi que c'est peut-être à cause de la manière dont j'ai interprété le personnage que ça a alourdi le texte et que ça l'a rendu un peu moins intéressant aussi. Donc ouais, désolé si ça a été le cas, désolé, désolé. Et normalement là, je pense qu'on n'aura plus ce personnage en narrateur, donc je pense que je vais pouvoir redire, enfin reparler comme à mon habitude. C'était bien. Ah merci Zikal, merci. Mopito, tout ce que ça m'inspire ce chapitre, c'est les tentatives de blague de Perceval dans Camelot quand la délégation mort vient. Oh. Alors j'ai vu Camelot plusieurs fois, mais là comme ça, je suis incapable de me rappeler de ce passage précisément. Aucune idée, je t'avoue. Euh... Ouah, j'ai mal à la gorge quand même, hein. Heureusement que les deux chapitres qui restent pour ce soir sont relativement courts. On a passé le plus gros, on a passé le plus complexe, je pense. Surtout que c'était un monologue, donc les pages étaient bien bien remplies. Là, on va passer sur d'autres choses, donc je pense qu'il y aura des dialogues et que, en plus, comme je le disais, il y a moins de pages. Donc ça devrait mieux le faire. Je devrais pas m'esquinter la voix de trop. Je vais reprendre assez vite d'ailleurs parce que le chapitre à venir est beaucoup plus court pour le coup. C'est-à-dire que ça dure 9 pages, je crois, le prochain chapitre seulement. Par contre, c'est super bien écrit, on voit pas le temps passer. Ouais, clairement, je trouve que c'est super bien écrit aussi. Je trouve que c'est super bien écrit. C'est, il y a pas un, en fait, je vais dire, il y a, enfin, si, il y a un style, mais j'aurais du mal à le définir dans le sens où il y a un style, mais je le trouve pas non plus très marqué. Mais il y a un style, tu vois, il y a une bonne capacité d'écriture. Enfin, de toute façon, c'est pas pour rien que Don Quichotte a été aussi connu, a été autant un succès mondial. Euh, Certes, il y a les aventures rocambolesques de Don Quichotte contre les moulins et ce genre de choses, mais c'est bien écrit. C'est un peu comme un bon film d'action. Ouais, on peut le voir comme ça. C'est du vu et revu, mais on kiffe quand même le chapitre. Ouais, bah ouais, c'est pas mal comme manière de résumer la chose, Ikel, j'avoue. Il y a pas mal de passages qui sont du vu et revu, mais qui sont quand même sympas. Et après, il y a d'autres passages qui sont pas forcément du vu et revu, genre les moulins par exemple, voilà. Là, il a créé quelque chose, c'est vraiment une fantaisie, quoi. Ça dépend des chapitres, je dirais. Parce que l'air de rien, il est vraiment multiple, ce roman. Il fait 700 pages. Il fait ouais, près de 700 pages, et là, on arrive près des 600. Donc clairement, il y a différents moods, euh, différents, j'ai envie de dire, tons presque, voilà quoi. Il est multiple. Et il y a des catégories de chapitres, je dirais. Il y a les chapitres où les personnages racontent leur propre life. Il y en a beaucoup trop à mon goût, mais après il y a les chapitres, notamment beaucoup du début, où on a un peu les aventures de Sancho Panza et de Don Quichotte. Enfin, d'abord de Don Quichotte sur comment il devient chevalier, tout ça, ça c'est une catégorie déjà. Et après les aventures de Don Quichotte et Sancho, qui je trouve sont les chapitres les plus intéressants. Et après, il y a aussi les chapitres un petit peu avec une portée sociologique, philosophique, où il y a un peu des discussions avec le curé, le barbier ou même Don Quichotte sur des sujets de société, etc. Donc ouais. Ouais, il y a plusieurs registres dans ce roman. En même temps, logique, avec 700 pages, il y a de quoi étendre différentes choses. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi, Zika. Allez, let's go, je reprends la lecture. Le chapitre à venir est très court pour le coup.
Je te souhaite une bonne écoute Zikael, bonne écoute Mopito, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes pour la dernière pause de ce soir. Chapitre 42, qui traite d'autres événements arrivés à l'auberge et de bien d'autres choses dignes d'être connues. Le captif se tut. Don Fernando lui dit: Vraiment, monsieur le capitaine, la façon dont vous nous avez raconté cette extraordinaire histoire égale l'originalité, la singularité de l'aventure elle-même. Tout y est surprenant, nouveau, rempli de péripéties qui étonnent et qui stupéfient l'auditeur. Nous avons éprouvé un tel plaisir à vous écouter que, même si demain l'aube devait nous trouver encore là, toujours absorbés par ce récit, nous nous réjouirions qu'il recommence encore une fois. Et Don Fernando, Cardenio et tous les autres s'offrirent à le servir de tout leur possible, avec des paroles, des formules si aimables et sincères que le capitaine se déclara comblé par ses bonnes volontés. En particulier, Don Fernando lui proposa, s'il voulait venir avec lui, de faire en sorte que son frère le marquis soit le parrain au baptême de Zoraïda. De son côté, il lui donnerait de quoi pouvoir rentrer dans son pays avec toute la dignité et le prestige dus à sa personne. Le captif remercia pour tout, avec la plus grande courtoisie, mais refusa d'accepter toutes ces propositions généreuses. La nuit tombait. Lorsqu'elle se referma, une voiture entra dans l'auberge, avec quelques hommes à cheval. Ils demandèrent le logis, mais la femme de l'aubergiste répondit qu'il n'y avait pas le plus petit recoin de libre dans toute l'auberge. C'est sans doute le cas, répondit un des cavaliers qui venait d'arriver. Mais il est impossible qu'il n'y en ait pas un pour monsieur l'auditeur qui vient chez vous. À ce nom, l'hôtesse se troubla. Monsieur, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas de lit, à moins que monsieur l'auditeur en ait un avec lui. C'est probablement le cas, qu'il entre donc, qu'il est le bienvenu. Moi et mon mari nous laisserons notre chambre pour son confort. Ce sera parfait, dit l'écuyer. Entre-temps, un homme était déjà sorti de la voiture. Son costume révéla aussitôt ses fonctions et sa charge. Comme ses manches bouffantes, la robe longue qu'il portait indiquait en effet que c'était un auditeur, comme son serviteur l'avait dit. Il conduisait par la main une jeune fille qui devait avoir 16 ans. Elle portait un costume de voyage. Au spectacle de sa splendeur, de sa beauté, de son élégance, tout le monde fut rempli d'admiration. N'aurait-il pas vu Dorothée, Lucinda et Zoraïda, tous ceux qui se trouvaient dans l'auberge en auraient même pu croire qu'une beauté comme celle-ci pouvait difficilement se rencontrer. Don Quichotte était présent au moment où l'auditeur et la jeune fille entrèrent. Dès qu'il les vit, il leur dit: Vous pouvez entrer sans crainte, et trouver dans ce château un lieu de repos, monsieur. S'il est étroit et incommode, il n'est au monde d'étroitesse ou d'incommodité qui ne fasse place aux armes et aux lettres, et combien plus lorsque les armes et les lettres sont menées et conduites par la beauté, comme vos lettres le sont par cette belle demoiselle. Devant elle, non seulement les châteaux doivent s'ouvrir et s'offrir tout entiers, mais les falaises doivent s'écarter, les montagnes se diviser et s'aplanir pour lui faire place. Entrez donc, dis-je, dans ce paradis, vous y trouverez des étoiles, des soleils pour se joindre au ciel que vous conduisez. Ici vous trouverez les armes telles qu'elles doivent être, et la beauté à son point le plus extrême. Tout surpris du discours de Don Quichotte, l'auditeur se mit à le considérer très attentivement. La figure ne l'étonnant pas moins que les paroles, il n'en trouva aucune à répondre. Son étonnement reprit lorsqu'il vit devant lui Lucinda, Dorothée, Zoraïda, qui, apprenant l'arrivée de nouveaux hôtes et sachant par l'épouse de l'aubergiste la beauté de la demoiselle, étaient venus pour la voir et l'accueillir. Mais Don Fernando, Cardenio et le curé lui firent des offres de service plus sensées et plus conformes aux usages, si bien que l'auditeur entra aussi perplexe de ce qu'il voyait que de ce qu'il entendait. Les belles dames de l'auberge souhaitèrent la bienvenue à la belle demoiselle. Il finit par constater clairement qu'il n'y avait là que des personnes de qualité. Mais l'allure, le visage et l'attitude de Don Quichotte le déconcertaient. Après qu'on eut échangé courtoisement bien des offres de service et qu'on eut vérifié le confort de l'auberge, on convint de ce qu'on avait déjà convenu. Toutes les femmes entreraient dans le grenier dont on a déjà parlé, et les hommes resteraient à l'extérieur comme pour les garder. L'auditeur accepta avec satisfaction que sa fille, la demoiselle, aille avec ces dames, ce qu'elle fit très volontiers. Avec une partie du lit étroit de l'aubergiste et la moitié de celui que l'auditeur apportait, elles s'installèrent pour la nuit mieux qu'elle n'aurait cru. Le captif, qui dès qu'il avait vu l'auditeur avait senti son cœur bondir dans le pressentiment qu'il s'agissait de son frère, demanda à un des serviteurs de sa suite comment il s'appelait, et s'il savait d'où il venait. Il lui répondit qu'il s'appelait le licencié Juan Pérez de Viedma, et qu'il avait entendu dire qu'il venait des montagnes de Léon. Ces informations
comme ceux qui l'avaient vu, le convainquirent tout à fait. Cet homme était son frère, celui qui avait suivi les lettres sur le conseil de son père. Tout ému et tout joyeux, il prit don Fernando, Cardenio et le curé à part, et leur expliqua ce qui se passait, en leur assurant que l'auditeur était son frère. Le serviteur lui avait également dit qu'il partait pour les Indes exercer sa charge d'auditeur à l'audience de Mexico, et aussi que cette demoiselle était sa fille, que la mère était morte pendant l'accouchement, et que la dot qu'elle lui avait laissée en même temps que sa fille l'avait rendue très riche. Le captif leur demanda conseil. Comment devait-il s'y prendre? Devait-il se faire reconnaître? Attendre d'abord de savoir si son frère, lorsqu'il le reconnaîtrait, allait s'offenser de le voir pauvre ou l'accueillir de tout son cœur? Laissez-moi essayer, dit le curé. D'ailleurs, la seule chose imaginable, monsieur le capitaine, c'est que vous serez très bien accueilli, car les qualités et le bon jugement que révèle la bonne apparence de votre frère ne laissent pas penser qu'il soit arrogant ou ingrat, ni qu'il ne sache pas évaluer à leur juste mesure les situations qui dépendent de la fortune. Je voudrais, malgré tout, dit le capitaine, me faire connaître non à l'improviste, mais par quelque biais. Je vous l'ai déjà dit, je vais tout arranger pour que tout le monde soit content. Le dîner était servi à présent, et tous s'assirent à table, à l'exception du captif et des dames qui mangèrent à part dans leur chambre. Au milieu du repas, le curé dit « J'ai eu un camarade qui avait exactement le même nom que vous, monsieur l'auditeur, à Constantinople, où il est resté captif de longues années. C'était un des plus vaillants soldats et capitaines qu'il y avait dans toute l'infanterie espagnole, mais il avait aussi peu de chance qu'il y avait de vaillance et de courage. » Et comment s'appelait ce capitaine, cher monsieur? Demanda l'auditeur. Il s'appelait Rui Pérez de Viedma, et il venait d'un village des montagnes de Léon. Il m'a raconté ce qui était arrivé à lui et à ses frères avec leur père. Si ce récit n'avait pas été fait par un homme véridique comme lui, je l'aurais pris pour un de ces contes que les vieilles racontent l'hiver au coin du feu. En effet, il m'a dit que son frère avait partagé ses biens entre ses trois fils, et qu'il leur avait donné des conseils meilleurs que ceux de Caton. Je peux dire que celui qui l'a retenu, de partir à la guerre, lui avait si bien réussi qu'en quelques années, et sans autre appui que la force de son grand cœur, sa vaillance, son courage, l'élevèrent au grade de capitaine d'infanterie, où l'estime qu'il s'était gagnée le mettait en bon chemin de passer sans tarder maître de camp. Mais la fortune lui fut contraire. Là où il eût pu l'espérer et la trouver favorable, c'est là qu'il la perdit lorsqu'il perdit la liberté dans cette très heureuse journée où tous la retrouvèrent, je veux dire à la bataille de Lépante. Je la perdis moi-même à la Goulette, et à la suite de divers événements, nous nous retrouvâmes compagnons à Constantinople. De là nous allâmes à Alger, où j'ai appris qu'il lui est arrivé une des plus extraordinaires histoires qui se soient produites au monde. Et le curé continua, racontant avec une brièveté concise tout ce que le frère de l'auditeur avait vécu avec Zoraïda. Celui-ci était très attentif. Jamais il n'avait été autant auditeur qu'en ce moment. Le curé s'arrêta au moment où les Français avaient dépouillé les chrétiens qui se trouvaient dans la barque, lorsque son compagnon et la belle mort étaient restés pauvres et dans le besoin. Il ne savait pas où ils étaient arrivés, s'ils étaient parvenus jusqu'à l'Espagne ou si les Français les avaient emmenés en France. Tout ce qu'il disait, le capitaine l'écoutait un peu à l'écart, tout en observant les mouvements de son frère qui, lorsqu'il vit que le curé était arrivé à la fin de son récit, poussa un grand soupir alors que ses yeux s'emplissaient de larmes, et dit « Ah, monsieur, si vous saviez les nouvelles que vous m'avez apprises, comme elles me touchent personnellement, au point qu'elles me forcent à le montrer par ces larmes qui coulent de mes yeux en dépit de ma modération et de ma réserve. Ce capitaine si valeureux dont vous parlez, c'est mon frère aîné, qui, plus fort et plus élevé d'esprit que moi et que mon frère cadet, choisit l'honorable et le noble exercice de la guerre. C'était un des trois chemins que notre père nous avait proposés, comme vous l'a dit votre compagnon dans ce récit qui vous a fait penser à un conte de bonne femme. Moi j'ai suivi celui des lettres, où Dieu et mon zèle m'ont élevé au rang que vous voyez. Mon frère plus jeune est au Pérou, si riche, qu'avec ce qu'il a envoyé à mon père et à moi, il s'est largement acquitté de la part qu'il avait emportée. Il a même donné aux mains de mon père de quoi pouvoir assouvir la libéralité de son caractère. J'ai pu moi aussi subvenir plus dignement, plus honorablement à mes études, et parvenir là où je suis. Mon père vit toujours et meurt du besoin de savoir ce qu'est devenu son aîné. Ses prières continuelles demandent à Dieu que la mort ne ferme pas ses yeux, avant qu'il ait vu ceux de son fils vivant. Ce dont je m'étonne à son sujet, c'est qu'avec le bon jugement qu'il a, il ait pu, parmi tant d'épreuves, d'afflictions ou d'événements heureux, négliger de donner des nouvelles de lui à son père. Car si celui-ci avait su, ou bien l'un de nous, il n'aurait pas eu besoin d'attendre le miracle du roseau pour obtenir sa rançon. Mais ce qui m'inquiète maintenant,
c'est de savoir si ces Français lui ont rendu la liberté, ou s'ils l'ont tué pour cacher leur vol. Tout cela va faire que je vais poursuivre mon voyage, non plus dans la satisfaction du début, mais plein de mélancolie et de tristesse. Oh mon bon frère, si je pouvais savoir aujourd'hui où tu es, j'irais te chercher, te libérer de tes épreuves, fût-ce au prix des miennes. Ou si je pouvais aller apporter à notre vieux père la nouvelle que tu es en vie, quand bien même tu serais dans les basses fosses les mieux cachées de barbarie. Ces richesses, celles de mon frère, les miennes, te sortiraient de là. Ô belle et libérale Zoraïda, si je pouvais te payer le bien que tu as fait à un frère, assister à la renaissance de ton âme et aux noces qui nous donneraient tant de joie. Voilà entre autres ce que disait l'auditeur, qui éprouvait une telle émotion aux nouvelles qu'il avait reçues de son frère, que tous ceux qui l'écoutaient faisaient comme lui et laissaient s'exprimer la peine que leur donnait son chagrin. Voyant que son idée avait réussi parfaitement, et comme le désirait le capitaine, le curé ne voulut pas les laisser plus longtemps dans la tristesse. Il quitta donc la table, entra dans la pièce où se trouvait Zoraïda, et la prit par la main. Lucinda, Dorothée et la fille de l'auditeur la suivirent. Le capitaine attendait de voir ce qu'il voulait faire. Le curé le prit de l'autre main, et les emmena tous deux jusqu'à l'auditeur et aux autres gentilshommes, et dit « Monsieur l'auditeur, cessez vos larmes. Vos désirs peuvent se rassasier de tout le bien que vous avez pu désirer, car vous avez devant vous votre bon frère et votre bonne belle-sœur. Cet homme que voici est le capitaine Vienma, et voici la belle mort qui lui fit tant de bien. Les Français dont je vous ai parlé les mirent dans la nécessité où vous les voyez, afin que vous montriez la libéralité de votre bon cœur. » Le capitaine courut embrasser son frère. Celui-ci, des deux mains sur la poitrine, l'écarta un peu pour bien le regarder. Mais lorsqu'il le reconnut définitivement, il l'embrassa si étroitement, versa tant de larmes de joie, que la plupart de ceux qui étaient là durent en verser comme lui. Les mots que les deux frères se dirent, les sentiments qu'ils exprimèrent, peuvent à peine s'imaginer, je crois, et peuvent encore moins s'écrire. C'est là qu'en peu de paroles ils se rendirent compte de leur vie, là qu'ils montrèrent ce que doit être la bonne affection entre deux frères, là que l'auditeur embrassa Zoraïda, qui lui offrit ses biens, qu'il voulut que sa fille l'embrassât. C'est là que la belle chrétienne et la très belle mort renouvelèrent les larmes de tous. C'est là que Don Quichotte était très attentif, totalement silencieux, considérant ces événements si extraordinaires et les attribuant tous aux chimères de la chevalerie errante. C'est là qu'ils décidèrent que le capitaine et Zoraïda changeraient de route pour aller à Séville avec leurs frères, et qu'ils préviendraient leur père de leur rencontre et de leur libération, afin que si possible ils viennent assister au mariage et au baptême de Zoraïda, car l'auditeur ne pouvait suspendre son voyage. Il était informé que d'ici un mois, une flotte quittait Séville pour la Nouvelle-Espagne, et il serait pour lui très gênant de manquer ce départ. Ainsi tous restèrent-ils heureux et joyeux de la bonne conclusion qu'avait connue le captif, et comme déjà la nuit avait accompli les 2 tiers de sa journée, on décida de se retirer pour se reposer pendant le dernier. Don Quichotte s'offrit pour la garde du château, afin que nul géant, nul malandrin jaloux de ce grand trésor de beauté qu'il renfermait, ne les attaque. Ceux qui le connaissaient le remercièrent, et informèrent l'auditeur de son extraordinaire caractère, ce qui ne lui donna pas peu de plaisir. Le seul Sancho Panza se désespérait à voir combien on tardait à se retirer, et il s'installa seul, mieux que tout le monde, en se couchant sur les harnais de son âne, ce qui lui en coûta, on le dira plus loin. Les dames s'étant retirées dans leur chambre, et les autres s'étant installées le moins mal qu'ils pouvaient, Don Quichotte sortit de l'auberge pour faire, comme il l'avait promis, la sentinelle du château. Or voici ce qui arriva. Alors que l'aube s'approchait, une voix parvint à l'oreille des dames, une voix si juste, si agréable, qu'elle les força toutes à lui prêter l'oreille. Dorothée en particulier, qui était éveillée, et à côté de qui dormait Clara de Vienma, la fille de l'auditeur. Personne ne pouvait deviner qui était la personne qui chantait si bien. Il n'y avait que la voix, nul instrument ne l'accompagnait. Il leur semblait tantôt qu'on chantait dans la cour, tantôt dans l'écurie. Elles étaient ainsi surprises et attentives, lorsque Cardenio vint à la porte de la chambre et dit « Écoutez, si vous ne dormez pas, vous entendrez un garçon muletier qui chante si bien qu'il enchante. » « Nous l'avons déjà entendu, monsieur, » dit Dorothée. Cardenio s'en alla, et Dorothée, avec toute l'attention possible, entendit la chanson dire. Et c'est la fin du chapitre 42, les amis. Puisque ce que Dorothée va entendre de la chanson, de la merveilleuse voix que tout le monde a entendue, ça sera dans le chapitre 43, dans quelques minutes. On marque une pause. Ouf. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la gorge, oui j'ai très mal à la gorge.
Ok. Là, c'était plus sympathique, je trouve, parce que bah, déjà, j'aime bien quand il y a un mélange de narration et de dialogue, grosso modo, dans Don Quichotte, j'avoue. Quand c'est un personnage qui est en monologue pendant très longtemps, je trouve que ça peut être intéressant, hein, mais ouais, ça dure souvent trop longtemps, je trouve. Donc là, j'aime bien le fait qu'on soit repassé sur un dialogue. Par contre, on commence à retrouver, enfin, c'est logique, hein, après autant de pages aussi, j'ai envie de dire, mais il y a vraiment des patterns qui se répètent énormément. Et là, le pattern notamment de à chaque fois un personnage qui déboule, qui raconte son histoire, et puis un autre personnage qui déboule et qui se trouve être en lien à cette histoire, comme de par hasard. Euh, je trouve que c'est sympathique tiers et à la fois ça n'a pas grand sens. Enfin, c'est bon, c'est sympa, mais en fait ça commence tellement à se répéter que je trouve ça plutôt rigolo que sympa en fait. Je trouve ça plus rigolo et ouais, je trouve ça plus marrant que qu'intéressant, on va dire. Donc voilà. Mais ça reste sympathique, hein, mais bon. J'avoue que j'aimerais bien sortir de ce pattern. J'aimerais bien qu'on en arrête avec ça. Et parce que là, en plus, la galerie de personnages, elle est longue comme 12 000 bras enfilés les uns après les autres. Donc voilà. J'aimerais bien qu'on reparte sur un truc un peu plus intimiste, confidentiel. J'aimerais bien que Sancho Panza, il pète un plomb et il dise vas-y, là, j'en ai trop marre, on se barre, et qu'il se barre tout seul avec Don Quichotte. Ça serait cool. Ça me plairait bien. Parce que là, voilà, là, par exemple, on voit que le chapitre qui arrive commence encore, enfin, est introduit encore par Cardenio et Dorothée qui entendent des trucs et tout, et je suis en mode, bon, ces personnages-là, j'ai pas un grand affect pour eux, et voilà, j'aimerais bien. En fait, ils commencent à prendre beaucoup de place, sauf que je les considère pas du tout comme des personnages principaux. Enfin, c'est pas non plus des personnages secondaires, puisqu'ils sont tellement présents qu'on peut pas vraiment dire ça, mais en tout cas, la place des héros, ou du héros Don Quichotte, des héros Don Quichotte Sancho Panza, se fait vachement mince et ouais, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Donc j'espère qu'il va se passer un truc, un déclic, qu'ils vont partir de cette auberge. Parce que c'est depuis qu'ils sont enfermés dans l'auberge qu'il y a tous les personnages qui s'accumulent. Il n'y a personne qui s'en va. C'est à chaque fois on rajoute des gens qui racontent leur histoire, qui rencontrent des gens qui rajoutent leur histoire et ainsi de suite. Enfin, voilà. Là j'aimerais juste que, ouais, que Sancho et Don Quichotte se disent allez, on s'en va. Ça m'intéresserait davantage. Des extraterrestres qui déboulent, genre, peut-être peut-être le prochain chapitre, les extraterrestres. En fait, c'est les gendarmes, tu sais. Il y a les gendarmes et les extraterrestres et ainsi de suite. Bah là, c'est Don Quichotte et le captif, Don Quichotte et l'auditeur, hein. Don Quichotte et Dorothée, et Cardenio. Sauf que dans les gendarmes, et ben les gendarmes, ils sont quand même au centre du truc. Enfin bon, bref. Je pense que je vais reprendre assez rapidement parce que le chapitre que je viens de vous lire était relativement court et surtout il introduit directement le chapitre suivant. Donc j'ai envie de dire, tant que je suis sur la lancée, allons-y. Le chapitre à venir fait environ 13 pages, ça devrait être un chouïa plus long, mais ça devrait se faire bien quand même. Donc je pense que d'ici une vingtaine de minutes, je vous reviendrai. Je te souhaite une dernière fois une bonne écoute pour ce soir, Zika. Bonne écoute, Mopito, si tu es toujours parmi nous. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent sur YouTube, comme d'habitude, vous le savez bien entendu. Et on est reparti sans plus attendre avec ce que Cardenio et Dorothée ont entendu, la chanson Au dehors de l'auberge. Chapitre 43, où on raconte l'agréable aventure du valet de mule, avec d'autres événements extraordinaires arrivés à l'auberge. Je suis marin d'amour et sur la mer profonde, je vogue sans espoir d'arriver à un port. La route que je suis de loin est une étoile plus belle et lumineuse que n'envie Palinure. Je ne sais où je vais et vogue ainsi confus, l'âme attentive à elle, inattentive à soi. La défiance infondée, la chasteté farouche sont les nus qui la couvrent quand j'essaie de la voir. Claire reluisante étoile, ta lumière m'est pure,
l'instant où tu te couvres et l'instant de ma mort. Lorsque le chanteur en arriva là, Dorothée trouva qu'il serait dommage que Clara ne pût entendre une voix aussi belle. Elle la secoua donc de tous les côtés, la réveilla, et lui dit « Excuse-moi de te réveiller, mon enfant. Je le fais parce que tu vas avoir du plaisir à entendre la plus belle voix que tu aies peut-être entendue de toute ta vie. » Clara se réveilla, tout ensommeillée. D'abord, elle ne comprit pas ce que Dorothée lui disait, et elle lui demanda de répéter, ce qu'elle fit. Alors Clara devint attentive. Le chanteur avait repris. Mais elle avait à peine entendu 2 vers qu'un tremblement si inhabituel la saisit qu'elle semblait frappée d'une grave crise de fièvre quarte. Elle se serra étroitement contre Dorothée et lui dit « Ah, madame, mon cœur, ma vie, pourquoi m'as-tu réveillée? Le plus grand bien que pouvait à cette heure me faire la fortune était de garder mes yeux et mes oreilles fermés, pour que je ne voie ni n'entende ce malheureux musicien. » « Mais que dis-tu, mon enfant? Voyons, il paraît que c'est un valet de mule qui chante. »« Ce n'en est pas un, c'est un seigneur avec juridiction, et celle qu'il a sur mon âme est si entière que, s'il ne veut pas y renoncer, elle lui restera pour l'éternité. » Dorothée resta stupéfaite des propos réfléchis de cet enfant. Il lui semblait qu'il passait de loin le discernement qu'on pouvait attendre de son jeune âge. Elle lui dit donc « Dame Clara, vous parlez d'une telle façon que je ne puis vous comprendre. Expliquez-vous mieux, et dites-moi ce que vous voulez dire avec cette âme, cette juridiction, et ce musicien dont la voix vous agite tellement. Mais pour le moment, ne dites rien. Je ne veux pas perdre, pour secourir vos inquiétudes, le plaisir d'entendre celui qui chante, car il me semble qu'il reprend avec de nouveaux vers et une nouvelle mélodie. » « Comme vous voudrez. » Et pour ne pas entendre, Clara se boucha les oreilles de ses 2 mains, ce qui étonna encore Dorothée qui écoutait attentivement le chant, et vit qu'il reprenait ainsi. « Ô ma douce espérance, qui t'ouvre l'impossible en épineux hallier, et suis avec constance la voie que tu t'es feinte où tu t'es dirigée. Ne t'affaisse dès lors que tu vois tous tes pas près du pas de ta mort. Les paresseux n'accèdent à aucune victoire au triomphe honorable, et le bonheur ne cède à ceux qui sans combattre un sort défavorable vont livrant indolents à la molle inaction tout leur sens complaisant. Qu'amour vend de ses joies très chères ses grands raisons et ses justes négoces, pas de plus riche proie que celle qu'à son gré au plus cher prix il hausse, et personne ne doute que l'on estime peu ce qui trop peu nous coûte. L'amoureux insistant peut obtenir parfois des choses impossibles, ainsi tout en sachant que je veux de l'amour les plus inaccessibles. Pour autant, je crains peu de ne pouvoir passer de cette terre aux cieux. » Ce fut la fin du chant, le début de nouveaux sanglots de la part de Clara. Aussi Dorothée brûlait du désir d'apprendre la cause d'un chant si suave et de pleurs si tristes. Elle l'interrogea à nouveau sur ce qu'elle avait voulu dire auparavant. Alors, craignant d'être entendue de Lucinda, Clara se serra étroitement contre elle et mit sa bouche tout près de son oreille pour être sûre de n'être entendue de personne en parlant. Et voici ce qu'elle lui dit. « Celui qui chante, chère madame, est le fils d'un gentilhomme du royaume d'Aragon, seigneur de 2 juridictions, qui vivait tout à côté de la maison de mon père à la cour. Et bien qu'à la maison mon père fit mettre des toiles aux fenêtres en hiver et des jalousies en été, j'ignore comment et pourquoi ce gentilhomme qui était là pour ses études me vit, à l'église ou ailleurs, je ne sais. Il tomba amoureux de moi, et me le fit savoir des fenêtres de sa maison par tant de signes et de larmes qu'il fallut que je le croie et même que mes pensées soient à lui, sans que je connaisse les siennes. Entre autres signes qu'il me faisait, il joignait les 2 mains pour me faire comprendre qu'il m'épouserait. Même si moi je m'en réjouirais beaucoup, j'étais seul et sans mère et je ne savais à qui en parler. Je le laissai donc ainsi, sans lui donner aucun signe de faveur, sauf lorsque mon père n'était pas à la maison, ni le sien non plus, car je relevais un peu la toile ou la jalousie et je me laissais voir tout entière, ce qui le rendait si heureux qu'il me faisait signe qu'il devenait fou. C'est alors que vint le moment du départ de mon père. Il l'apprit, mais non de moi, car jamais je ne pus le lui dire. Il tomba malade de chagrin, je crois, et le jour de notre départ, je n'eus pas même l'occasion de pouvoir le voir pour lui dire adieu du regard. Mais au bout de 2 jours de route, en entrant dans l'auberge d'un village à 1 journée d'ici, je le vis à la porte, habillé en valet de mule, si criant de vérité que, si je ne portais son portrait en mon âme, il aurait été impossible de le reconnaître. Je le reconnus, je m'ébahis, je me réjouis. Il me regarda à l'insu de mon père, dont il se cache toujours lorsqu'il passe devant moi sur les chemins et dans les auberges où nous nous arrêtons. Comme je sais qui il est, et que je réfléchis que par amour pour lui il va à pied et endure une telle épreuve, je me meurs de chagrin, et là où il a mis les pieds, moi je mets mes yeux. Je ne sais pas dans quelle intention il est venu, ni comment il a pu s'enfuir malgré son père qui l'aime extraordinairement parce qu'il n'a pas d'autre héritier et parce qu'il le mérite, comme vous pourrez le voir lorsque vous le verrez. Et je peux encore vous dire que tout ce qu'il chante, il le tire de sa tête, car j'ai entendu dire qu'il sait beaucoup de choses et qu'il est poète. Et il y a encore que chaque fois que je le vois, ou que je l'entends chanter,
Je tremble toute, et je m'alarme, craignant que mon père le reconnaisse et finisse par comprendre nos sentiments. De ma vie, je ne lui ai pas dit un mot, et pourtant je l'aime tellement que je ne pourrais pas vivre sans lui. Voilà, madame, tout ce que je peux vous dire sur ce musicien dont la voix vous a donné un tel plaisir qu'elle vous permettra à elle seule de voir que ce n'est pas un valet de mule comme vous dites, mais un seigneur d'âmes et de juridiction, comme moi je vous l'ai dit. Ne dites rien de plus, dame Donna Clara, dit alors Dorothée, en lui donnant 1000 baisers. Ne dites rien de plus, dis-je, et attendez que vienne le jour. J'espère en Dieu, qui conduira si bien votre affaire, qu'il la conduira à l'heureuse issue que méritent des commencements si vertueux. Ah, madame, quelle fin peut-on espérer alors que son père, au rang où il est, riche comme il est, sera d'avis que je ne peux même pas être la servante de son fils, encore moins son épouse. Car me marier à l'insu de mon père, je ne le ferai pour rien au monde. Tout ce que je voudrais, c'est que ce garçon s'en retourne et me laisse. Peut-être qu'en ne le voyant pas, l'endroit où nous allons étant si éloigné, la peine que je ressens en ce moment s'allégera, même si je peux dire que le remède que j'imagine ne me sera pas très utile. Du diable, si je sais ce qui s'est passé, ni par où il est entré, cet amour-là que j'ai pour lui, alors que je suis si jeune et lui aussi. Je crois que nous avons vraiment le même âge. Moi, je n'ai pas encore fait mes 16 ans. Mon père dit que je les aurai à la prochaine Saint-Michel. Dorothée ne put s'empêcher de rire en entendant ainsi Donna Clara parler comme une fillette. Reposons-nous, madame. Ce peu de nuit qu'il reste. Dieu fera venir le jour et tout ira mieux pour nous. J'en mets ma main à couper. Elles prirent du repos, et toute l'auberge était en profond silence. Les seuls à ne pas dormir étaient la fille de l'hôtesse et sa servante Maritorne. Elle savait de quelle disposition d'esprit Don Quichotte souffrait, et qu'il était à l'extérieur, en armes et à cheval, en train de monter la garde. Toutes deux décidèrent de lui faire une farce, en tout cas de se divertir un moment à l'écouter divaguer. Il faut savoir qu'aucune des fenêtres de l'auberge ne donnait sur les champs, à l'exception de la lucarne d'un grenier qui servait à jeter la paille dehors. C'est là que les semi-demoiselles se placèrent toutes deux. Elles virent Don Quichotte à cheval. Penché sur sa pique, il poussait de temps à autre des soupirs si douloureux, si profonds, qu'il semblait à chaque fois s'arracher l'âme. Elles l'entendirent aussi dire d'une voix douce, suave et amoureuse. Ô dame Dulcinée du Toboso, comble de toute beauté, terme extrême de bon jugement, somme de la plus exquise grâce, sanctuaire de chasteté, et, ultimement, idée parfaite de tout ce que le monde peut avoir d'utile, d'honnête et de délectable. Que fera à cette heure ta haute grâce? Porterois-tu d'aventure tes pensées sur ce chevalier ton captif qui, à tant de périls, de lui-même a voulu s'exposer pour ton seul service? Donne-moi de tes nouvelles, de ces nouvelles, toi, astre aux 3 visages. Peut-être envies-tu le sien alors que tu la contemples à cette heure où elle se promène le long de quelque galerie de ses somptueux palais, ou que, penchée à quelque balcon, elle médite comment sa chasteté et son rang sauf, elle peut apaiser la tourmente que mon cœur affligé endure pour elle, et en somme donner vie à ma mort, récompense à mes services. Et toi, soleil, qui sans doute te hâtes déjà de seller tes chevaux pour te lever matin, et sortir voir madame dès que tu la verras, je t'en supplie, salue-la pour moi. Mais veille bien, quand tu la verras et la salueras, à ne pas lui donner le baiser de paix au visage, car plus aurais-je jalousie de toi que tu n'en eus pour cette légère ingrate qui tant te fit suer et courir par les vallons de Thessalie, ou par les rives du Péné. Je ne me souviens pas bien où tu courais à ce moment, ardent de jalousie et d'amour. Don Quichotte en était là de son plaintif discours, lorsque la fille de l'hôtesse se mit à lui faire psst et à lui dire Monsieur, par ici, s'il vous plaît. À ces signes, à cette voix, Don Quichotte tourna la tête, et à la lumière de la lune alors dans tout son éclat, il vit qu'on l'appelait depuis la lucarne qu'il prit pour une fenêtre. Et même avec des grilles dorées comme se doivent d'en avoir de riches châteaux comme celui qu'était l'auberge pour lui, aussitôt, en un instant, sa folle imagination se représenta qu'à nouveau, comme la dernière fois, la belle demoiselle, fille du seigneur de ce château, se rendait à son amour pour lui et revenait le solliciter. À cette idée, et pour ne pas se montrer discourtois ni ingrat, il lâcha les rênes arrocinantes, vint à la lucarne, vit les jeunes filles et dit tout de suite Combien vous plains-je, belle dame, d'avoir mis vos amoureuses pensées en lieu où point n'est permis d'y répondre comme le mérite votre grande valeur et vos nobles manières, ce dont ne devait jeter la faute à ce misérable chevalier errant, que l'amour a mis dans l'impossibilité de soumettre ses désirs à une autre personne qu'à celle qui, dès lors que ses yeux la virent, devint souveraine absolue de son âme. Bonne dame, pardonnez-moi, rentrez dans votre appartement sans plus chercher à me signifier vos désirs pour me faire paraître plus ingrat encore, et si votre amour à mon endroit trouve en moi chose pour vous satisfaire qui ne soit pas l'amour même, demandez-la. Je vous jure sur ma douce ennemie absente de vous la donner incontinent. Quand vous me demanderiez
quand vous me demanderiez une mèche de la chevelure de Méduse, toute faite de vipères, ou les propres rayons du soleil enfermés dans un flacon. Ma maîtresse n'a pas du tout besoin de tout ça, monsieur le chevalier, dit alors Maritorne. Et de quoi a besoin votre maîtresse, sage duègne? Seulement d'une de vos belles mains, pour pouvoir soulager sur elle le grand désir qui l'a conduite à cette lucarne, au grand danger de son honneur, car si monsieur son père l'avait entendu, le plus petit morceau, ce serait l'oreille. Je voudrais bien voir ça. Il s'en gardera bien. Il ne veut pas connaître la fin la plus désastreuse que connut père au monde, pour avoir porté la main sur les membres délicats de sa fille énamourée. Maritorne comprit que Don Quichotte allait sans doute lui donner la main qu'elle lui avait demandée. Elle réfléchit à ce qu'il fallait faire. Elle quitta la lucarne, descendit à l'écurie prendre le licou de l'âne de Sancho Panza, et revint très vite à la lucarne au moment où Don Quichotte s'était mis debout sur la selle de Rocinante pour atteindre la fenêtre grillée où se trouvait, s'imaginait-il, la demoiselle férue d'amour. En lui donnant la main, il dit « Prenez, madame, cette main, ou pour mieux dire ce bourreau de tous les malfaiteurs du monde. Prenez cette main, dis-je, que ne toucha jamais celle d'aucune femme, pas même de celle qui a l'entière possession de mon corps tout entier. Je vous la donne non pour que vous la baisiez, mais pour que vous voyiez la contexture des nerfs, la jointure des muscles, la largeur, la dimension des veines, d'où vous pourrez déduire la force du bras qui a une telle main. » « On va le voir tout de suite, » dit Maritorne. Elle fit un nœud coulant au licou, le lui passa au poignet, et en descendant de la lucarne, elle attacha très solidement l'autre bout au verrou de la porte du grenier. Don Quichotte sentit la rugosité de la corde sur son poignet. « Il semblerait plutôt que vous me rapiez la main au lieu de la caresser. Ne la traitez pas si mal. Elle n'est pas coupable du mal que vous fait ma volonté, et il n'est pas bien de venger le tout de votre courroux sur une si petite partie. Considérez que qui aime bien ne se venge si mal. » Mais tout ce que disait Don Quichotte, plus personne ne l'écoutait, car dès que Maritorne eut fini de l'attacher, elle et sa complice partirent, mortes de rire, en le laissant si bien pris qu'il lui fut impossible de se libérer. Comme on l'a dit, il était donc debout sur Rocinante, un bras entier passé dans la lucarne, lié au verrou de la porte par le poignet. L'angoisse et l'inquiétude l'emplissaient, à l'idée que si Rocinante s'écartait un peu d'un côté ou de l'autre, il devrait rester pendu par le bras. Ainsi il n'osait pas faire le plus petit mouvement, quoiqu'il pût bien espérer de la patience et de la tranquillité de Rocinante qu'il reste un siècle entier sans bouger. Il se voyait donc attaché. Les dames étaient parties. Il se mit à s'imaginer que tout se faisait par enchantement, comme la dernière fois, lorsqu'en ce même château ce mort enchanté de Muletier l'avait roué de coups. Et il maudissait en lui-même son manque de jugement et de réflexion, car il s'était aventuré à entrer une seconde fois dans ce château dont il était si mal sorti la première, alors que les chevaliers errants savent bien que lorsqu'ils se risquent dans une aventure et en sortent mal, c'est signe qu'elle est réservée non à eux mais à d'autres, et il n'est donc pas nécessaire pour eux de la tenter une seconde fois. Cependant, il tirait de tout son bras pour voir s'il pouvait se libérer. Mais il était bien attaché, toutes les tentatives furent vaines. Il faut cependant dire qu'il tirait prudemment, afin que Rocinante ne bougeât pas. Eût-il voulu s'asseoir, se mettre sur la selle? Il ne le pouvait, il devait rester debout, s'arracher la main. C'est là que fut grande en lui l'envie de l'épée d'Amadis, sur laquelle les enchantements n'avaient aucun pouvoir. C'est là que fut maudite sa fortune. Là que fut paraphrasée la perte que causerait au monde son absence tout le temps de cet enchantement dont il s'était absolument convaincu. Là que fut encore évoqué son aimé Dulcinée du Toboso. Là que fut appelé son bon écuyer Sancho Panza, lequel, enseveli dans le sommeil, étendu sur le harnachement de son âne, ne se souvenait plus en cet instant de la mère qu'il avait enfantée. Là, il appela les mages Lirgandéo et Alkif à son aide. Là, il invoqua sa bonne amie Urgande à son secours. Là, finalement, le matin le trouva si désespéré, si éperdu, qu'il bramait comme un taureau. N'espérant pas que son tourment fût secouru avec le jour, il le tenait pour éternel, se croyant enchanté. Ce qui le lui faisait croire, c'était que Rocinante ne bougeait pas du tout, et il croyait qu'ils allaient rester ainsi lui et son cheval, sans manger, ni boire, ni dormir, jusqu'à ce que cette funeste influence des étoiles cesse, ou qu'un autre enchanteur, meilleur mage, le désenchante. Mais il se trompait beaucoup dans son opinion, car à peine le jour commençait-il à se lever, qu'arrivèrent à l'auberge 4 cavaliers très bien mis, très élégants, avec leurs fusils à l'arçon. Ils frappèrent de grands coups à la porte de l'auberge encore fermée. Voyant cela, Don Quichotte, qui de là où il était n'avait pourtant pas cessé de monter la garde, dit d'une voix de défi « Un chevalier ou écuyer, ou qui que vous soyez, vous n'avez pas à frapper ainsi aux portes de ce château,
car il est bien clair qu'à l'heure qu'il est, ceux qui sont à l'intérieur dorment, ou bien c'est que les forteresses n'ont pas l'habitude de s'ouvrir avant que le soleil s'allonge sur toute la surface de la terre. Écartez-vous d'ici, et attendez que le jour nous éclaire, alors nous verrons s'il conviendra ou non de vous ouvrir. De quel diable de forteresse ou de château s'agit-il dit l'un d'eux, pour nous obliger à observer ces cérémonies. Si tu es l'aubergiste, ordonne qu'on nous ouvre. Nous sommes des voyageurs, et nous ne demandons qu'à donner de l'orge à nos montures et à passer notre chemin, car nous sommes pressés. Chevalier, vous semble-t-il à vous que j'ai l'air d'un aubergiste? Je ne sais pas de quoi tu as l'air, mais je sais que tu dis des sottises en appelant cette auberge un château. C'est un château, et même un des meilleurs de toute cette province, et à l'intérieur il y a des personnes qui ont eu le sceptre en main et la couronne sur la tête. Le contraire irait mieux, le sceptre sur la tête et la couronne en main, et soit dit pour te l'attendre, il doit y avoir une troupe d'acteurs à l'intérieur. Ils ont souvent ces couronnes et ces sceptres dont tu parles, parce que dans une auberge aussi petite et aussi silencieuse que celle-ci, moi je ne crois pas que des personnes dignes de la couronne et du sceptre puissent loger. Tu ignores presque tout du monde, puisque tu ne connais pas les situations ordinaires de la chevalerie errante. Ceux qui accompagnaient l'homme qui posait ces questions se lassaient de sa discussion avec Don Quichotte, et ils se remirent donc à appeler avec une telle furie que l'aubergiste se réveilla, comme tous ceux qui étaient dans l'auberge. Il se leva donc pour demander qui frappait. Mais à cet instant il arriva qu'une des bêtes que montaient les 4 hommes s'approcha pour flairer Rocinante qui, mélancolique, triste, les oreilles baissées, soutenait sans bouger son maître distendu. Et comme en fin de compte il était de chair quoiqu'il parût de bois, il ne put éviter d'en éprouver quelque émotion et de flairer à son tour celui qui venait de lui faire des caresses. Si peu que ce fût qu'il bougea, les 2 pieds de Don Quichotte portèrent à faux, glissèrent de la selle, et il se serait retrouvé à terre s'il n'était pas resté pendu par le bras, ce qui lui causa une telle douleur qu'il crut qu'on lui coupait le poignet ou qu'on lui arrachait le bras. Il se retrouva si près du sol que du bout de la pointe des pieds il baisait la terre, à son détriment, car sentant combien il lui manquait peu pour poser la plante des pieds au sol, il faisait tous ses efforts, s'allongeait autant qu'il pouvait pour l'atteindre, exactement comme ceux qui subissent le supplice de l'estrapade, qu'on met à je ne touche pas, et qui augmentent eux-mêmes leur souffrance en forçant pour s'étirer, abusés par l'espérance trompeuse d'arriver au sol s'ils s'étirent un peu plus. Et c'est la fin du chapitre 43, les amis. Ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro. Voilà. Sur ce dernier chapitre, ce soir, j'ai un peu plus reconnu le ton Don Quichotesque. J'ai un peu plus reconnu le ton Cervantes que j'apprécie. Là voilà, il y a eu de l'action, il y a eu de la gaudriole, mais il y a eu, ouais, il y a eu de l'action en fait. C'est ça aussi qui change pas mal. C'est que là, en un court chapitre, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu l'épisode du chanteur et du coup, comment elle s'appelait, Clara, je crois, qui explique à Dorothée. Donc voilà, encore une fois, le même ressort de un nouveau personnage arrive et un personnage qui est déjà présent connaît ce personnage et du coup raconte l'histoire et le lien qu'ils ont aux autres personnages. Donc voilà, il y a eu encore ce truc-là, mais ça a duré que quelques pages. Donc c'était beaucoup plus digeste, je trouve. Et surtout, c'était accompagné de plusieurs autres actions, puisque il y a Don Quichotte qui se fait encore moquer, qui se fait encore avoir tout simplement par Marie Thorne et la fille de l'aubergiste. C'est ça, hein, je crois. Et enfin, l'épisode du coup de Don Quichotte qui s'énerve contre les chevaliers en affirmant mordicus que l'auberge est un château. Bref, là, je trouve qu'on retombait sur un ton très chapitre légendaire de Don Quichotte. Je trouve ça très classique Don Quichotte. C'était très agréable, j'ai bien aimé perso. Et ça nous amène donc à la fin pour ce soir. Comme quoi, on arrive à 100 pages de la fin, un peu moins même je crois. Et en fait, en définitive, il n'y a pas vraiment de fil rouge à l'histoire de Don Quichotte. Alors je sais pas si ça sera le cas dans le tome 2, pour le coup. Mais c'est vrai que dans le tome 1, il n'y a pas vraiment de fil rouge. C'est juste Don Quichotte qui dit je pars faire l'aventure, enfin voilà, je pars à l'aventure de Chevalier Errant. Et après, on voit plein de petits épisodes, plein de petites péripéties qui lui arrivent. Mais il a même pas forcément un but ou un objectif très précis.
Donc c'est pour ça aussi, je pense que il y a une grande variété dans la manière qu'on a d'apprécier les chapitres. Et je pense que vous comme moi, on aura nos chapitres préférés, même encore plus que d'habitude, je pense. Parce que forcément, on a forcément nos chapitres préférés dans n'importe quelle œuvre. Mais je veux dire, là, c'est encore plus marqué, je pense, parce que voilà, il y a un peu de tout. Et je pense qu'il y a des épisodes, il y a des péripéties qui nous parlent beaucoup plus, qui nous font beaucoup plus marrer ou qui nous intéressent beaucoup plus, et d'autres moins. Donc voilà, je pense que là, vu comment on est parti et qu'il nous reste moins de 100 pages, à mon avis, ça va rester sur cette même mécanique pour les 100 dernières pages. Ça va être plein de petites péripéties qui durent un ou deux chapitres, et puis voilà, je pense que ça va être ça, hein, grosso modo. Je pense. Peut-être me trompe. J'espère dans tous les cas que peu importe ce qui se passe, on va rester avec Don Quichotte et que pour les 100 dernières pages, on aura au moins le plaisir d'entendre les discours de Don Quichotte parce que ça fait quand même vraiment une grosse part, je trouve, de l'agréabilité de la lecture, de l'agréable tout simplement de la lecture. Je trouve ça vraiment, enfin, les répliques de Don Quichotte sont toujours fameuses, je trouve. Donc ouais, j'espère qu'on va le garder pour les 100 dernières pages, ce serait cool. Ça serait cool, ça serait cool. Sachant que je vous rappelle, le tome 2, je ne le lirai pas dans la foulée. Normalement, là, on a encore 2 épisodes, je pense, pour la lecture de Don Quichotte. On devrait faire à peu près 45 et 45 pages, en gros, c'est à peu près ça, hein. 45 pages et 45 pages vendredi, puis mardi dans une semaine. Ensuite, je ferai donc une pause la semaine prochaine en fin de semaine de 4-5 jours sans live, je pense. Parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas. Ça fait 2 mois, pardon, que j'ai pas vraiment fait de pause, même si j'ai fait une pause il y a une grosse semaine pour un peu préserver ma voix, mais bon, j'ai fait une pause de 3 jours, un truc comme ça, enfin, je sais plus. Bref. Et ma voix, elle est encore pétée. Donc, bref. Je vous tiens au courant un peu de mon planning dès que je le sais, comme ça, vous pouvez prévoir et vous dire, ah oui, d'accord, là, il sera en live, il y a moyen que je vienne, là, il sera pas en live, tant pis. Bref. Et du coup, oui, avant qu'on ne lise le tome 2, je pense que j'incorporerai une autre lecture totalement différente pour un petit peu changer quand même. Parce que le tome 1, il fait 700 pages. Le tome 2, je sais plus, mais je crois qu'il fait à peu près 700 pages aussi. Donc voilà. Pour un petit peu varier les plaisirs, on fera une œuvre totalement différente et certainement un peu plus courte entre les 2 romans. Je sais pas encore ce que ça sera. J'ai des idées, mais il faut que je vois si ça fit. Bref, on verra. On verra, on verra. Je vois que vous avez plus apprécié aussi ce dernier chapitre. Je m'en doutais un peu, mais. Dans Question pour un champion la semaine dernière, il y avait comme question le nom de Rocinante et je m'en souvenais même pas, la honte. Ah, mais j'avoue, Mopito! Je peux te faire gagner des dictionnaires Larousse et un voyage dans l'Aveyron et même pas t'en profites. Ça dégoûte. Bon, allez, sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une bonne soirée, moi. Comme je disais, je vais pas trop forcer sur ma voix parce que j'ai quand même bien senti passer le coup ce soir. Du coup, les prochains rendez-vous de la semaine, ça sera jeudi 21h live sur Sea of Thieves. Je serai pas tout seul certainement. Vendredi 21h live de lecture sur Don Quichotte. Et dimanche 15h live de découverte de l'univers de League of Legends. Ainsi que sur Discord la veillée dimanche de 21h à minuit minimum. Voili, voilou. On se tient au courant sur les réseaux de toute manière de toute nouveauté, de tout nouveau contenu, quel qu'il soit. D'ailleurs, ouais, c'est vrai, bon, je devrais pas dire ça parce que. Bon, si, ça vous tient au courant. Ça fait extrêmement longtemps. J'ai un peu une traversée du désert sur beaucoup de choses. Et ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas écrit. Et là, ces jours-ci, j'ai recommencé à avoir des petites inspirations d'écriture. Et ouais, je sens que là, je sens qu'il y a un poème dans la marmite et que je vais bientôt écrire un poème. Donc ouais, voilà. Vous voyez, je varie encore. Je varie encore les choses qui se passent, quoi. Parce que ouais, là, il y a eu le jeu de rôle. Là, je vais essayer de me remettre à la musique.
je vais certainement réécrire. Bref, j'essaie de varier un max les plaisirs. Parce que c'est le plaisir avant tout. Merci beaucoup les amis. Teasing d'un livre, album et livre. Je sais pas si je ferai un livre un jour parce que j'ai déjà publié pas mal de choses sur Wattpad et puis bah voilà c'est en libre service entre guillemets donc est-ce que l'éditer en bouquin ça a du sens? Je sais pas. Je sais pas si c'est pas forcément une aspiration mais ça, en même temps ce serait classe j'avoue. Peut-être un jour. Qui sait? Ouais et encore j'ai un peu peiné avec la voix malgré tout Mopito. Mais bon. Ça s'est plutôt bien passé, je suis content du live de ce soir en vrai. Ça fait longtemps que j'avais pas eu l'impression de lire aussi bien, entre guillemets, sans me mettre des fleurs, quoi, mais sans me jeter des fleurs, mais ouais, ça commence à faire longtemps, hein. J'avais l'impression ces temps-ci d'avoir du mal, notamment avec la voix cassée, quoi. Et là, j'ai l'impression d'avoir plutôt bien lu, donc je suis content. Tu romances Terres Hostiles. Ah là là, j'ai eu plein de projets comme ça, quasiment à chaque fois que j'ai fait un jeu de rôle, je pense. J'avais des projets de faire des nouvelles à côté, et ainsi de suite. Donc c'est pas impossible, mais là en l'occurrence j'ai d'autres idées en tête pour le coup, j'ai d'autres choses qui m'intéressent à écrire. Mais ouais, ouais, je multiplie tellement de projets que c'est difficile d'avancer tout, hein. Je vais voir. Faudrait que je m'organise autrement ou. Mais ouais. De toute façon, je suis en constante recherche et évolution, clairement. J'essaie constamment de m'améliorer et d'en faire toujours de plus en plus et d'être le plus. Pas le plus efficace, parce que ça m'intéresse pas l'efficacité, la productivité et tout, c'est juste que j'ai un appétit de faire plein de choses. Donc j'essaie de mieux m'organiser pour pouvoir un peu faire toutes ces choses. Bref, voilou. Cette fois-ci, après tous ces bons mots, je vais vraiment vous dire au revoir. Bonne soirée, bonne nuit Mopito, Zikael, tous ceux qui sont passés sur le live. Merci à la fille d'Avril pour ton follow, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas sur la rediffusion YouTube à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo ou de la lecture. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Discord, Facebook, Twitter pour être tenu au courant de toute sortie de rediffusion ou de tout live qui commencerait à l'improviste comme ça. Et puis on est bon. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Et bye bye!